Bonjour à toutes et à tous. Cela fait bientôt 1 an que nous sommes dans vos oreilles, dans vos casques, dans vos téléphones, dans vos voitures aussi, et que nous essayons tant que faire se peut de vous accompagner dans les moments de votre vie. Et pour fêter ces 1 an, nous avons décidé de faire un grand événement autour de Plein Phare. Un événement qui aura lieu le 11 avril à partir de 18h au Bamagotchi. Le Bamagotchi, c'est un bar qui est dans la cité gastronomique de Dijon, une enseigne culturelle pour notre ville. Et si vous n'y êtes jamais allé, je vous conseille d'y aller au moins la première fois le 11 avril. Je vais vous dire un petit secret. Si jamais Flo est d'humeur à partager, peut-être qu'on vous paiera le premier verre. Ce sera l'occasion donc de partager avec les invités que vous avez pu rencontrer au cours de ces interviews, de discuter avec eux. Certains joueront de la musique, certains peindront, certains cuisineront peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, save the date. Le 11 avril, 18h au Bamagotchi. Bon épisode à tous. Pourquoi ne faut-il jamais chasser en Espagne ? Ah, je l'ai pas, celle-là. C'est un jeu de mots à la con. Ouais. Parce qu'en Espagne, qui va à la chasse perd ta passe. C'est nul. Merci à tous. Vous pouvez me retrouver en première partie au Zénith de Dijon. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Plein Phare, Tu me l'as retiré de la bouche. présenté par Flo et Nico. Je pourrais le lécher avant de partir. Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il boire un verre de vin? Vous aimez, c'est français. Et bonjour à toutes et à tous. Et bonjour et bonsoir. Oh non, Ah non, mais pitié. Tu manges ça tout de suite. Ça y est, il a son nouveau jouet. J'ai mon nouveau jouet, donc j'en profite. Ah. Alors, Fabien, il a le son truc aussi à côté. Pupus, ça Il veut est rien dire. content là. Il va appuyer dessus tout l'épisode. Alors, comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de 2 fabuleux invités. Notre premier invité a sa passion dans le sang jusqu'au bout de ses gants. Originaire d'une ZUP, c'est une zone à urbaniser en priorité, de Dole précisément, il vient d'un milieu populaire. Dole représente. Wesh. Peace. Quand Clem et moi avons proposé cet invité à Flo, il nous a répondu, je cite, et je ne fais que citer. Ça y est, il va me chauffer. Si vous voulez, de toute façon, dès comme lui, j'en mange 4 au petit-déj. L'assumera-t-il aujourd'hui ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de caméra, c'est bon. Il ferait passer un doigt. Nous verrons bien. Juste le son. Juste le son, ok, bon. Allez, plongeons dans une petite rétrospective. Il commence le full contact et la boxe anglaise à l'âge de 8 ans. Coup de foudre pour la boxe anglaise. Rapidement, il gravit les échelons. Cela devient un moteur, une façon pour lui de se démarquer, de briller. Champion de Franche-Comté dans sa catégorie à l'âge de 10 ans, c'est son premier titre et pas le dernier. Il réitère à 11 ans et à 12 ans. Nous avons 2 grands champions autour de cette table, donc cela laisse l'espoir à Clem de remporter à nouveau son titre en 2025. Ah, mais ça suffit. On en reparlera. Il enchaîne les titres jusqu'à ses 13 ans où il devient champion de France en boxe éducative, un jeune espoir prometteur qui fait la fierté de sa ville et de son département, le Jura. Il continue en amateur et devient vice-champion de France, puis il intègre, à l'âge de 15 ans, tenez-vous bien, l'équipe de France de boxe olympique. La classe. À la grande classe. Rien que ça. Il n'avait que 15 ans et il était bardé de titres et reconnu par tous. Il file continuer en sport-études dans le Loir-et-Cher. Il paraît que ces gens-là ne font pas de manière, disait Delpech. Il attaque vraiment dans le dur et commence à croiser les gants avec les seniors. Il se frotte au haut niveau et apprend à se perfectionner et à viser l'excellence. Son niveau progresse et il voit nettement la différence entre pro et amateur. On est en 2002. Il prépare les JO de 2008 et 2012. Mais en 2007, il se blesse la main. Il fait malgré tout les championnats de France avec une main cassée, mais il n'y arrive pas bien. Il remonte la pente et devient pro pour de bon jusqu'à devenir champion du monde chez les espoirs en 2010. Une récompense tant attendue et saluée de tous, le Graal. L'International Boxing Federation, autrement appelée IBF, le consacrera ainsi 2 autres fois sur le même titre les années suivantes. Le 30 juin 2012, on entend parler de lui car il fait un match contre Moradakar. Vous connaissez Moradakar ? Non. C'est un David Douillet. Non, c'est bien mieux qu'un David Douillet. Multiple champion d'Europe et vice-champion du monde. Ce match est disponible encore aujourd'hui sur Internet, n'hésitez pas, on vous mettra le lien, moi je l'ai regardé du coup. On y voit notre invité du haut de ses 1m85, tout en agilité, en rapidité, affronter un monstre de muscles dont la réputation n'était plus à faire à l'époque. Après une période d'observation au premier round, Akar tente de casser la distance car notre invité a les bras longs, figurez-vous. Il tient la distance.
Au round 2, cela se précipite. Le commentateur dira « C'est la fougue de la jeunesse contre l'expérience ». Notre invité tient le coup et mène clairement la danse. Akar n'a pas su casser la distance, il porte sur son visage la trace des coups. Notre invité lui garde son visage intact. Il n'a pas pris beaucoup de coups. Tout au long des 10 rounds, une parfaite exécution. La cloche sonne, le résultat tombe, match nul. Certains s'accorderaient à dire que la victoire penchait plutôt du côté de notre invité, et si vous regardez le match, vous le verrez sûrement comme moi. Malgré tout cela, il reste humble et droit et salue les talents de son adversaire. Il enchaîne suite à cela les titres comme à son habitude, champion de France en 2013, il réitère en 2014 et redevient champion d'Europe en 2018. Divers sites internationaux se succèdent par la suite, j'en parle comme si c'était normal, mais ça l'est pour notre invité un peu hors norme. Il faudrait un hangar entier pour accueillir tous ces titres, belle revanche sur la vie. En 2020, il se fait couper les ailes par le Covid. Que faire quand on est sportif dans cette période ? Plus de partenariat, plus de sponsoring, plus grand-chose en fait finalement. Sorti de Covid, il tente un titre international IBA mineur qu'il remet sur le devant de la scène. Fin 2022, il remet le couvert et gagne un titre international IBF et 2023, il remporte un titre international WBC à Bangkok et l'international WBO. Il rentre alors dans le top 15 mondial, oui, vous avez bien entendu. Il monte petit à petit, top 14, 13, 12, 11. Cela lui permet de prétendre à un titre de champion du monde. En ce moment, il prépare un championnat intercontinental. 2025 sera sa dernière année, mesdames et messieurs. Il sera donc à suivre de près, car cette année risque d'être forte en émotions. Est-ce que cela vous suffit à vous faire comprendre sa vie, sa passion pour la boxe ? Non. C'est un peu juste. Alors, il est devenu enfin ce qu'il idolâtrait étant jeune. Il regardait les grands shows avec les yeux d'enfant et souhaitait un jour être à la place de ces grands hommes. Maintenant, à force de courage, de travail, d'abnégation, il y est. Je propose que pour ton tout dernier combat, tu affrontes Flo sur le ring. Deal ? Je prends les paris. Moi aussi. Pauvre Flo. On a le droit de parier contre soi. Est-ce qu'on a le droit de s'allonger avant ? Pour éviter les coups. Avant le premier round. Cela permettrait de finir en beauté. Cet homme de valeur, c'est un grand homme. De par sa taille, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, mais aussi de par ce qu'il est. Au-delà du palmarès impressionnant qu'il a, c'est un homme simple et sincère, accessible, il parle avec aisance. Il aspire uniquement à vivre sainement et à profiter de sa vie sans plus de prétention. Il aime la rando, l'astronomie, la bonne bouffe évidemment, c'est un homme de partage, il veut aider son prochain et le prouve dans ses actions. Empathique, il voit l'être humain et ses problématiques comme un tout et profitera de sa notoriété pour favoriser l'inclusion, la fraternité, l'altruisme. Il souhaite réunir, solidariser, construire dans le respect de l'autre. Il n'est pas parfait cet homme, figurez-vous, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est son imperfection qui fait ce qu'il est aujourd'hui. Il déteste tout ce qui attaque de près ou de loin l'homme, la guerre par exemple, l'inhumanité, dont on peut faire preuve avec les anciens et les enfants également. À l'image de sa pratique sportive, il est carré, droit, franc et défend toujours ses positions. C'est un grand utopique qui n'arrive pas toujours à se retrouver dans la société actuelle. Humain, il ne comprend pas comment on peut aller sur la Lune sans pouvoir résoudre pour autant le problème de la faim dans les pays pauvres. Comme toujours, question d'argent et de priorité, ce monde injuste le révulse parfois. Cinéphile, il dévore les films de tout genre, les séries de toute provenance. Il aime découvrir le monde et est allé déjà sur presque tous les continents. Cultivé, il lit beaucoup de la sociologie à l'histoire de France. Simple, il aime l'échange avec les potes, rire, partager. Ancien amateur de rap old school et de rail, il a découvert d'autres styles musicaux tout en gardant ses anciens amours. Éclectique donc. Allez. Je dois m'arrêter là dans cette présentation, peut-être continuerai-je dans un tome 2. Bilal le retour, bienvenue à ce fabuleux artiste de la boxe, Bilal Latrèche. Bienvenue Bilal. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Notre second invité n'a pas à rougir non plus de son parcours, c'est un artiste aussi. Sous ses airs timides se cache une personne extraordinaire. Il nous a été chaudement recommandé par l'un de nos précédents invités, Mbrick, si vous vous souvenez, il est venu dans notre podcast récemment. Et quand ce dernier nous en a parlé, Flo a dit, je cite... Comme vous voulez, de toute façon, dès comme lui, j'en mange 4 au petit-déj. Décidément, peut-être plus simple celui-là. Allez savoir d'où vient cette obsession de manger des gens au petit-déjeuner. Nous le connaissions déjà de nom, en réalité, et suivions son travail depuis un certain temps. Cela pique votre curiosité ? Super. Dans ce cas, je vous explique son parcours. Notre invité n'est pas un grand passionné des études, plutôt doué, c'est juste qu'il n'aime pas ça. Il a donc arrêté en seconde. Et lorsqu'il était sur le banc des classes, il lui arrivait d'ailleurs souvent de sécher les cours barbant pour fréquenter les banquettes de cinéma à Bonn. C'est donc lui aussi un vrai cinéphile, une vraie passion née en lui. Il dévore des films les uns après les autres et se régale de ses créations originales et techniques. Il décide donc tout naturellement de devenir projectionniste et d'être au plus proche dans les coulisses, ainsi voir tous les films qu'il souhaitait, et ça gratuitement.
Oui. Malin. Je sais bien que c'est pour ça que tu as fait ce métier, finalement. C'est sûr. Il fait cela pendant 10 ans dans les cinémas les plus connus de Dijon. En parallèle, il dessinait beaucoup même, mais ce n'était qu'un loisir. Un jour, son frangin lui ramène un pain de terre et lui dit « Tiens, essaye ça pour voir ». Il s'exécute et fait un cendrier qui ne ressemble à rien. Pas de bol. Cependant, cela déclenche quelque chose en lui. Ce contact avec la terre le fait de créer avec ses mains et d'un tas informe ressortir finalement le plus beau. Il y a aussi dans ce rapport à la terre quelque chose d'ancestral, une sorte de retour aux racines par le toucher, presque une fusion de l'homme et de la matière. Une impression quasiment animale en fait. Cela le touche profondément. Il se dit qu'il va aller sur cette voie. Il tente et retente, puis finit par réaliser sa toute première sculpture, hormis le cendrier, j'entends. Un Bouddha, oui un Bouddha, mais pas n'importe lequel, un Bouddha extraterrestre. Alors, si on a une photo, je serais curieux de le voir. J'adorerais aussi. Et l'histoire ne dit pas sous quelle substance il était ce jour-là. À partir de ce jour, il le sait, il sera sculpteur. Il commence et réalise surtout des têtes, mais pour l'instant, ce n'est qu'un loisir. Et puis, plus les années passent et plus le cinéma, comme on le connaît, se transforme, évolue. On voit des bobines d'argent de 16 kilos se faire remplacer par du numérique. Il n'y a plus le même charme, plus la même relation à la matière, alors la même saveur, en somme, n'est plus là. Notre invité se lasse. Au niveau perso, c'est la cata, il essuie une grosse déception amoureuse. C'en est trop pour lui, il décide de tout plaquer pour partir en Amérique du Sud. La vie est parfois joueuse, elle vous mènera toujours vers ce pourquoi vous êtes destiné, mais passera souvent par des chemins un peu plus tortueux. Ça s'appelle l'expérience de vie. Tout comme Bilal, notre second invité en a pris des coups à sa façon. Beaucoup de bleu au cœur et l'âme en souffrance. Au Pérou, il aurait pu se diriger vers la flûte de Pan et se lancer dans les tournées des marchés locaux avec son groupe de musique péruvienne reprenant les grands classiques allant de Sounds of the Silence à Chiquita. Mais non, il rencontre des potiers dans la vallée sacrée des Incas, pas loin du Machu Picchu, ou le Machtu Picchu, pour ceux qui ont une culture des mêmes internet. Je vais mal dire, c'est Machtu Picchu qui dit le mec. Cette vallée est tout près de la capitale Inca, Cusco, avec un C, pas comme le lama. À 2800 mètres d'altitude, dans les Andes, bercées par le fleuve Urubamba. Comment ne pas être inspiré ? Il tourne son tout premier bol et cette fois-ci, il en est sûr, d'un loisir au début, il en fera un métier. Au retour de ses 4 mois de voyage, il se forme. Un CAP tournage de 1 an dans l'École nationale de céramique, la CNIFOP, c'est ça ? Ouais, CNIFOP. CNIFOP. Le SNIFOP. Même. Le SNIFOP. Dans la foulée, il ouvre son atelier, La Terre dans les étoiles. Cela le reflète bien. Il en vit aujourd'hui et apprend aux autres également via des ateliers. Il façonne la Terre comme un ingénieur de l'humain. Il tente dans chacune de ses créations d'insuffler une part de divin. Cette étincelle qui fait de nous ce que nous sommes. Empreint de spiritualité, ses œuvres vous portent dans un univers doux, mystique, rêveur, chatoyant, acidulé. Il met dans ses sculptures une partie de lui, une partie de ses faiblesses, de ses forces aussi, cela se ressent sincèrement. Et, à travers ses céramiques, ses sculptures, venez découvrir son univers unique. On en reparlera tout à l'heure, je ne vais pas dévoiler le nom de ces créatures qui ont fait sa renommée, mais vous pourriez y voir du merveilleux, du conte, de la fable même. Et si vous vous sentez pousser des ailes tel Chihiro, c'est tout à fait normal. Notre invité est inspiré et inspirant. Il est ce pourquoi l'homme existe, baigné d'une responsabilité envers sa planète, spirituel, conscient. Tout ce qui fait de lui un humain, vous le trouverez dans ses œuvres. Elles vous aideront, c'est certain, à le comprendre, mais à vous comprendre vous également, car elles soulèvent une question importante. Qui sommes-nous et que recherchons-nous vraiment ? Et tout cela à partir d'un bloc d'argile. Les possibilités pour lui sont infinies. Il a une passion pour le Japon. Il en revient d'ailleurs il y a 1 mois, c'est son inspiration et on le voit bien dans ses créations également. Quand il a le temps, ce qui est assez rare, il est un peu gamer, sur PS5 pour être exact. Il aime les chats, la raclette, la nature, cela nous fait 3 points communs. Complet, il pratique l'escalade, la rando, le cross en moto électrique aussi. Il aime la science-fiction et les Pink Floyd. Il adore les musiques, mais déteste avoir de la terre séchée sur les mains. Pour un sculpteur céramiste, c'est tout de même le comble. C'est une personne au grand cœur. Bienvenue à Mathieu Marie, créateur de l'atelier La Terre dans les étoiles. Bienvenue. Salut Mathieu. Salut. Ça mérite un petit... Oh non. On a ici un champion du monde en boxe, je refais mes niveaux. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une présentation un petit peu à l'américaine, toi qui aimes bien les shows un peu à l'américaine. Attention, est-ce que je peux avoir la cloche du premier round ?
Mesdames et messieurs, préparez-vous à un spectacle ce soir, un show hors du commun. À ma droite, la double championne du monde en titre de mangeuse de saucisses de morteau catégorie féminine 2023 et 2024. On l'appelle le fléau saucissonnesque tellement sa réputation la précède. Si cela ne vous impressionne toujours pas, elle saura vous mettre KO d'un sourire ou vous charmer de sa voix. La sirène dijonnaise a en effet une tessiture aussi large que Flo et un flot aussi grand que son talent. Sa couleur préférée est le bleu, ses yeux sont noisettes et c'est ce que vous récolterez si vous les cherchez un peu trop, des bleus dans les noisettes. Ladies and gentlemen, welcome to Claire. Showtime. Je sais pas si je dois dire merci en vrai. C'est quoi cette présentation? C'est une des meilleures. À ma gauche, son talent incroyable n'a d'égal que sa descente de bière. Il en a bu tellement dans sa vie que l'EF lui a reversé une part de ses bénéfices en 2024. Et que le groupe Heineken lui a demandé l'autorisation de faire une bière appelée Desperaflo, aromatisée à sa propre sueur, mesdames. Le Don Juan et le mien est artiste plasticien à la plastique, ça le connaît. Ne venez pas lui chercher des poux dans la tête, au risque de vous faire mettre KO d'une réplique cinglante. Et croyez-moi, vous la sentirez bien passer, sa grosse merde. C'est un père attentif et dévoué, mais qui vous mettra la fessée si vous dépassez les limites. Avis aux amatrices, il a un cœur gros comme son espace. Ladies and gentlemen, welcome to Flo. C'est pas un espace. Salut Flo. Merci Nico. Ah non, Pas mal. j'étais pas prête pour ça. Moi, c'est... Alors, il y a peu de temps, il me disait oui, de toute façon, ça fait 1 an que tu fais ça, t'arriveras plus à nous faire des présentations qui nous surprennent. Ah bah tu vois. Alors que moi, je suis toute calme. L'homme que j'ai l'honneur de présenter à chaque épisode est une personne incontournable. Rencontrez-le une fois et il vous marquera à vie par son écoute, sa gentillesse, sa culture et surtout son humour. Sa créativité et sa capacité à apprendre rapidement font de lui un excellent bricoleur, pratique pour une maison à rénover, et un merveilleux cuisinier. Il mettra toujours tout en œuvre pour ravir vos papilles et vos oreilles. Il Et nous vos l'a mamies. montré ce soir. Ouais. C'est Nico. Merci. It's showtime. Merci pour cette belle présentation. Oh là là là. J'aurais pas réussi à avoir le débit que t'as eu pour nos présentations. Je me suis entraîné. Je me doute, on sent là. On sent On là, était sur le ring là, moi j'étais chaud. Voilà. Les femmes. Ça avait failli partir là. J'ai 2 doigts. Attention. Là, il était à 2 doigts de Faut me nous chauffer, défoncer. Quoi. J'explique aux auditeurs que je suis en face. Donc mes amis, une Trêve de fois plaisanterie. oui, il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Dans le vif du sujet, un petit peu. Les choses sérieuses chez nous, quand on commence le podcast, c'est le Kalarnikov. Bilal, est-ce que tu es prêt? Ok. Alors pas d'hésitation, choix obligatoire. On dit pas attention, les deux, on dit pas aucun des deux. Non, pas d'esquive. Je choisis. Sinon, c'est la fessée par Flo, on a Je dit. tranche. Hein. Pas de soucis, hein. Pas de neutralité, on n'est pas là pour ça. C'est pas la Suisse. Hein. Pas déconner non plus. Bah, même si le Jura, c'est pas bien loin. Quoi. C'est pas faux. Alors Bilal, est-ce que tu es plutôt fondu entre potes ou gastronomique en amoureux? Gastronomie en amoureux. Dénoncer l'injustice ou énoncer la justice? Dénoncer l'injustice. Esquive ou garde? Esquive. Est-ce que tu es plutôt le parrain ou Jurassic Park? Le parrain. Évidemment. Soumission active ou rébellion passive? Wow. On n'a pas dit que ça serait facile. Ah, je suis un rebelle, mais pas passif, c'est ça le problème. Donc, rébellion passive, mais je te mets des grandes... Je me permets de mettre des grandes parenthèses dans passive. Ok, pas de souci. Rebelle actif, donc. Ouais. Plutôt jab ou uppercut? Jab. Mohamed Ali ou Marcel Cerdan? Ali. Liberté de penser ou liberté de mouvement? Liberté de penser. Attention, te plante pas. Plutôt Dole ou Dijon? Il y a un Il peu fait la hésitation moue quand là, même. ouais. Il y a un peu hésitation. Joker. Et non. Bon, Dijon. Ah, Oh là, ça fait mal. j'espérais tellement que tu Plutôt répondes ça. aider les plus jeunes ou soutenir les plus vieux? Ah, pareil, c'est... Ah ouais, bon, t'avais pas dit que ça serait facile. Hein. Ah, mais là, c'est... En fait, c'est pas... Parce que je suis... c'est compliqué. En fait,
peux pas répondre l'un sans l'autre. Je te dirais, tu vois, c'est... les plus jeunes parce que les enfants c'est sacré, mais les anciens c'est un grand respect, il faut respecter les anciens, tu vois, donc c'est dur de te faire un choix. Enfin, je suis désolé, je vais faire normalement une réponse comme ça, mais Joker, deuxième Joker. Il préfère combattre que répondre à cette question. Oui, 2 Jokers, il en reste 3. C'est beau, c'était la dernière, t'inquiète pas. Bravo. Merci, Billet. Merci. C'est pas facile, hein, tu vois. non, mais mais vraiment, attends, ouais. ouais. Enfin, Ouais. tu te mets dans le... Je me permets une petite brève. Vas-y. Mais tu vois, cette question-là, pour moi, c'est presque de l'ordre moral. Tu vois, je me dis, en fait, là, quand tu me dis ça tout de suite, je pense à... je pense que tous, c'est pareil. Tu dis, alors, t'as un pauvre gamin, et puis t'as une mamie ou un papy. Enfin, dans les deux cas, les deux sont vulnérables. Oui. L'un avec un âge avancé qu'il faut aider comme un bébé. Si c'est un vieux con. Ou un petit Est-ce con. que ça aide? C'est un petit con. Je me suis déjà tué vis-à-vis de certains vieux cons qui m'ont insulté avec la voiture parce que tu klaxonnais. Parce que je klaxonnais plutôt. Et puis ils prennent mal parce qu'ils sont sur la chaussée, ils croient que tu leur klaxonnes eux alors qu'en fait c'est la voiture d'en face. Puis même si tu insultes, tu respectes, que tu vois un mec d'un certain âge, tu dis bon, excusez-moi monsieur, c'est pas grave, désolé. Et tu passes. Parce que même Ça si... se perd un peu. Hein. Aujourd'hui. Mais ouais, exactement, c'est vrai ce que tu dis. Mais on est, je pense, encore une génération qu'avant on se respect aux anciens. Et, et c'est vrai. pour le coup, moi, c'est pour ça que c'était très dur parce que oui. l'enfant, il est sacré, on ne touche pas un enfant. Mais j'ai presque ce côté sacré avec la mamie et le papy, mais de qui que ce soit. Juste pour nos auditeurs, jab ou uppercut, peut-être expliquer un peu. Oui, jab, le bras avant qui part très vite, qui est censé marquer un point ou s'y déstabiliser, et des fois même qui peut être mis avant un coup plus puissant, et qui était d'ailleurs le mouvement phare de Mohamed Ali, que j'ai cité par rapport à Cerdan. Moi, plus jab, parce que c'est vrai que j'ai pu gagner certains combats qu'avec le jab, grâce à mon jab. L'hypercut, je suis un boxeur qu'on dit explosif, rapide, intelligent. Je ne suis pas un Mac Tyson, je ne suis pas une brute très puissante par rapport à mon style de boxe. La force brute, voilà, comme Tyson. C'est pas mon style, puis c'est pas mes qualités surtout. Donc c'est pour ça pas hypercut. Okay. Juste pour les auditeurs, enfin, je pense que tout le monde le sait, mais au cas où, uppercut, donc tu as un point qui part d'en bas et qui tape le menton, c'est ça? Ouais, exact. Ah mais t'es une experte. J'ai révisé, ok. Elle était à bonne école. Si jamais il m'en met une, que je sache au moins le nom. moi je sais qu'il y a eu un bon prof et puis qui a appris, attention, c'est radical. J'en dirai pas plus. Dès qu'un homme te dit bonjour, uppercut dans les couilles. Ça ne nous regarde pas. Bon allez Mathieu. On l'a dit avec les griffes, je crois. Moi j'appelle ça le père-couille. Après, c'est toi qui vois. C'est magnifique. Pas mal. Non, celui-là aussi tu là. Mathieu, t'as la pression. Ouais, je suis chaud. Allez Mathieu. Je suis chaud, mec. Ah mince, on a Très belle on a imitation avec de nous. Eddie Ouais, c'est Murphy. Axel Follet. Le flic de Beverly Hills. Oh, mec. Ah, comme escape, mec, que je filme la bravure. Alors, juste pour le dire à nos auditeurs et auditrices, Eddie Murphy n'est pas là, hein, c'est une imitation. Je sais que ça paraît La fou, doublure mais- française d'Eddie Murphy. Oui, la doublure. N'était pas là, c'était Mathieu. Eh ouais, mec. Allez, vas-y, je suis à fond. Alors, est-ce que tu es plutôt Kogis ou Gizos? Jesus. Écouter de la musique ou écouter la nature? La nature. Yoga ou méditation? C'est la même chose. FIFA ou Final Fantasy? Attention. Final Fantasy. Merci. Wish You Were Here ou Another Brick in the Wall? Wish you were. Pleine conscience ou conscience responsable? Pleine conscience. Avatar ou Ghost? Waouh. Pas mal. Avatar. Ah, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Moi j'aurais dit Ghost. Est-ce que tu es plutôt terre cuite ou terre crue? Terre crue. Changer le monde ou laisser le monde te changer? Changer le monde. Beaune ou Dijon? Dijon. Décidément. Un point pour Dijon. 1 point. Merci beaucoup Mathieu. On revient sur quelques réponses. Allez, on va passer sur les jeux vidéo. On passe aussi sur les chansons de Pink Floyd. Hein. C'était 2 titres d'un de tes groupes préférés, je crois. Ouais, c'est ça.
Allez, pleine conscience. Bel accent, d'ailleurs. Conscience, ouais, t'as vu, hein, mais je suis T'as répété. une bille en anglais. Pleine conscience ou conscience responsable? Tu nous as répondu. Pleine conscience. Ouais. Pour toi, c'est important la pleine conscience? Oui, oui, oui. D'ailleurs, dans mon travail, c'est très important. Pour moi, la pleine conscience, c'est la pleine présence. Donc la pleine présence à ce que je fais, la pleine présence à ce que je ressens, la verticalité. Donc dans ma vie spirituelle et dans mon travail, c'est très important pour moi. Une petite question encore un peu technique entre la terre cuite et la terre crue. Est-ce que tu peux nous expliquer ton choix de la terre crue? J'ai choisi la terre crue parce que la terre crue est malléable. Donc c'est là où on s'amuse le plus en fait. C'est le champ de tous les possibles. Quand la terre est crue, tout est possible. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Une fois qu'elle est cuite, c'est terminé, c'est figé pour l'éternité. Tu peux pas resculpter de la terre cuite, la creuser? Si, éventuellement, mais c'est moins satisfaisant. D'accord. Moins facile aussi. Moins facile. Ouais, moins de plaisir dans l'utilisation de la matière quand elle est cuite. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Alors maintenant qu'on s'est bien amusé, il va être temps de passer dans vraiment le vif du sujet. T'es en train de fumer un gâteau de Noël, c'est ça? Dans le vif du sujet, donc la question que l'on pose à nos invités, qui est coutumière ici, c'est pour vous, c'est quoi l'art? L'art a différentes expressions. L'art, il y a différents types d'art. Je pars du principe que l'art, si tu veux, c'est une expression, une expression qu'on peut avoir, qu'on aime à donner ou à faire sublimer, quel que soit le type d'art dans lequel on s'exerce. Ouais. L'art musical, l'art sportif, les arts libéraux, l'art... là, je vais sur un domaine encore différent, mais les arts créatifs. Ouais. Tout le monde est un petit peu... Je pense même que tout le monde a un côté peut-être artiste, quel qu'il soit, ou qui doit se découvrir. Ou en tout cas, qui est... enfoui, ouais, mais vraiment. Et le côté artiste, en fait, il est en chacun de nous selon le type d'art dans lequel on peut se sublimer. Et je me dis... voilà, l'art, c'est aussi ça, c'est un moyen d'expression. C'est, tu vois, qu'on voit, même ceux qui sont les grands peintres ou autres types d'art qu'on peut avoir dans le domaine artistique, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen d'émotion. Tu vois, c'est ça aussi qu'on partage dans l'art. Des fois, on ne comprend pas forcément. J'ai la chance, et pourtant, c'est quelque chose qui n'était pas forcément à l'origine, quelque chose dans lequel j'étais initié. Je vais de temps en temps voir des galeries d'art. Ouais. Et je prends récemment, là, quand j'étais à Paris, on avait un after-work dans une galerie d'art et il y avait des œuvres où je restais en face et elles te parlent plus que d'autres. Ça te subjugue un peu. Exactement. Tu sais pas pourquoi. Tu la regardes, tu te dis, t'as l'expression qu'il a voulu mettre là. Tu te mets à la place de l'artiste, tu vois comment il en a parlé, mais tu sais pas. Celle-ci, elle réveille quelque chose en toi qui fait que tu la trouves peut-être plus émotive, ou en tout cas qu'elle donne un sentiment, elle a un écho avec toi, exactement, plus important. Je pense que, en tout cas, dans la définition que j'ai de l'art ou des arts, c'est ça aussi. C'est le partage d'émotions, le partage de choses qu'on arrive à retransmettre de soi à l'autre et que l'autre, après, arrive à toucher. Interpréter. Ouais. Exactement. Et pour toi, alors le sport de manière générale, mais la boxe en particulier, la boxe anglaise, pour toi, c'est un art? C'est le noble art. C'est le noble art, on est d'accord. Ouais. Et donc, du coup, tu es donc artiste? À ma façon. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un style... on dit que j'ai un style plutôt... qu'on dit beau à voir, ouais. Technico-tactique, un style styliste, comme boxeur. Presque rien, ouais. Ouais, exactement. Et parce que oui, la boxe, moi j'ai appris la boxe avec toucher sans se faire toucher. Tu vois, bien sûr, on peut être explosif, on peut être puissant. Et puis d'ailleurs, si j'ai un tir de victoire par KO, c'est pas par hasard, mais c'est aussi de l'art parce que la préparation qu'on y met, ce qu'on donne, quand on dit que, on a parlé tout à l'heure, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Et moi, dans le sport, je dis toujours qu'il n'y a pas d'hasard qu'on gagne ou qu'on perd, plus ou moins. Quand je dis pas d'hasard, c'est parce que c'est une multitude de variables qu'on essaie de travailler quotidiennement qui fait qu'à un moment donné,
à l'instant T, un sportif de haut niveau, il arrive à être à son maximum, à exceller dans son art. C'est pas une demi-heure avant, c'est pas une demi-heure après, c'est à l'instant T. Il faut que ses énergies, il faut que son psychisme, il faut que ses qualités intrinsèques, mentales et physiques, à ce moment-là, soient à leur maximum. Se focalise à ce moment. Exactement. Et tout ça, c'est un travail. Le travail de toute une vie à un instant T. À un instant T. Souvent, je dis, c'est marrant quand je fais un combat, des fois, 2-3 semaines après, on me dit tiens, Bilal, la dernière fois, là, ton prochain combat, c'était comme la dernière fois. Ah non, mais la dernière fois, je suis déjà juste en 3 semaines, je suis très loin d'être comme la dernière fois. Bien sûr. Mais comment ça? Mais non, mais oui, il y a 3 semaines où j'ai rien fait. La dernière fois, j'étais à 10-12 entraînements par semaine. J'étais conditionné mentalement à ça et à me préparer pour cette échéance-là. Psychologiquement, physiquement, toute ma vie autour était indirectement orientée à ce niveau-là. Donc, pour le coup, c'est aussi de l'art. On nous façonne comme un bijou. On façonne un sportif comme un diamant. C'est un diamant brut qu'on doit façonner. Et le jour J, il doit briller. Et c'est qui l'artiste, donc le boxeur, c'est ça dont on parle, le boxeur qui pour toi est le plus grand artiste, ton modèle, celui vers qui tu allais et que tu aurais voulu être comme lui ou tu es devenu comme lui, je ne sais. Celui qui m'a le plus inspiré, je vais parler d'inspiration, et d'ailleurs depuis que je suis gamin ça n'a pas changé, et pourtant j'en connais des tonnes, si je puis dire, dans le noblard, et ceux qui ont fait le noblard, à la fois les hommes et les femmes, parce qu'il y a des très très grandes femmes aussi qui sont championnes de boxe. Je reste encore sur Mohamed Ali. Ah ouais. Cassius Clay, Mohamed Ali. Pourquoi Mohamed Ali? Parce que, tu vois, cet homme qu'il a été, ça a été, ok, un grand sportif, un grand champion, parce qu'il est devenu 3 fois champion du monde, 3 fois à redevenir champion du monde. C'est un homme qui a dit non à la guerre. Ouais, c'est ça. C'est un homme qui a combattu la ségrégation. À son époque, je sais pas si on se rend compte aujourd'hui ce que ça veut dire. Ce qui était dingue. À son époque, il a fait 4 ans de prison parce qu'il a dit je ne veux pas tuer des Viet Cong, je ne veux pas tuer des Vietnamiens, parce qu'ils m'ont rien fait, les Vietnamiens. Ils sont gentils, moi quand je les vois dans le rue, ils me serrent la main, les Vietnamiens. Et pour ça, on l'a mis 4 ans en prison, quand il a dit au président américain à l'époque, toi, va te battre contre le président à l'époque du Vietnam, ou en tout cas le responsable du Vietnam, de l'armée, va te battre avec lui. Haute trahison. Voilà. Et puis eux, ils l'ont dit, on va te mettre en prison, on va t'enlever ton titre, et tu feras 4 ans. Imaginez-vous, à 28 ans, jusqu'à 32 ans, on lui enlève son titre et il va en prison. Et tout ça, en fait, on en parle comme ça, mais c'est un écho énorme dans l'éducation de ce sport qu'on doit donner, dans l'éducation des sports, dans la moralité qu'on doit donner en tant que citoyen français et citoyen du monde, de le fait de combattre les guerres, de le fait de combattre l'injustice. On a parlé de ségrégation. C'est un homme, pourquoi je m'inspire de Mohamed Ali? C'est un homme qui, dès le début, à l'époque américaine, il vient de Louisville, c'était très compliqué aussi. Enfin, même encore aujourd'hui, aux États-Unis, il y a certains États où c'est encore compliqué, mais lui, il dit qu'il n'y a pas de différence entre les Noirs et les Blancs. Il n'y a pas de différence entre les musulmans et les chrétiens, ou le athée, etc. Il est dans cette position. À l'époque, ça choque. Un être humain est un être humain, en fait. Exactement. Mais ces positions, ça dérange. Mais ça dérange encore aujourd'hui. Exactement. Malheureusement, aujourd'hui, ça dérange. La liberté de chacun. On a parlé tout à l'heure sur la liberté de penser, la liberté de vivre, la liberté de conscience. Ça dérange. Tu vois. Et ça, quand tu as un athlète, un sportif de haut niveau, qui a défendu ses valeurs comme ça, qui a fait la promotion justement de la dignité humaine, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, c'est un modèle. Et encore plus quand c'est un très 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 grand champion. Et puis, tu vois, on parlait d'art, quand on voit boxer Mohamed Ali, on se dit, mais en poids lourd, la façon dont il boxait, c'est super beau. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. C'est flou. C'est énorme, tu vois, c'est merveilleux ce qu'il faisait. Moi, catégorie en dessous, je peux pas faire ce qu'il fait. Il y a eu un très bon... Alors, j'incite les gens à aller le voir si jamais ils ont la flemme de lire la biographie de Ali. C'est un très bon biopic qui est sorti, qui s'appelle Ali, d'ailleurs. Avec Will Smith. Sur Cassius Clay. Avec Will Smith, qui est merveilleux. Exact. Okay. Merci beaucoup, Bilal. Alors, Mathieu, tu as eu le temps de réfléchir un petit peu. Pour toi, c'est quoi l'art? Ouais, l'art, c'est particulier parce que c'est vrai, en fonction des gens, c'est très différent. C'est-à-dire, moi, par exemple, je vais créer des sculptures, je vais y mettre une intention, une émotion. Et suivant la personne qui va rencontrer mon œuvre, il ne va pas se passer la même chose. C'est-à-dire qu'il peut avoir une sculpture qui, chez certaines personnes, vont leur faire ressentir de l'amour, des belles émotions.
Et chez d'autres personnes, la même sculpture va leur faire peur Ah oui. ou leur faire sentir des émotions négatives. Donc, Un c'est malaise très ou- particulier. Ouais. Bon, moi, dans ma démarche de travail artistique, je cherche toujours à mettre le plus de lumière possible, le plus de beauté, de bonté possible. C'est vraiment ce que je recherche dans la mise en œuvre de mon art. C'est de créer de la beauté. C'est vraiment ma démarche artistique. Je pense qu'il y a des artistes, je vais surtout parler de la sculpture et de la peinture, par exemple, où il y a des artistes qui vont créer dans la noirceur et d'autres dans la lumière. Et il y a des artistes qui ont besoin ils vont créer par rapport à leur malheur, à leur souffrance. Je sais pas, comme Frida Kahlo, par exemple, Ouais. qui fait des tableaux magnifiques. Et c'est toute sa souffrance qu'elle met en peinture. Oui, carrément. Presque, c'est son leitmotiv, quoi. Elle a besoin de ça pour créer. On en parle beaucoup de Frida ici, souvent. Ça revient souvent. très inspirant. Et c'est magnifique. Il y a beaucoup d'artistes qui bossent de cette manière-là. Moi, je fais partie d'une catégorie d'artistes où c'est tout le contraire, en fait. Moi, je ne peux pas travailler, je ne peux pas créer si je suis en souffrance. Donc, je vais créer uniquement quand je suis... Heureux. Quand je suis capable de faire ressortir de la beauté, de la bonté, c'est vraiment ce que je cherche. Donc là, toi, ta vision de l'art, c'est donc une façon, comme Bilal, en fait, de faire ressentir des émotions positives ou négatives, de faire ressortir quelque chose que tu as dans les tripes. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Mettre dans la matière la lumière, mettre la lumière dans la matière. D'accord. Et pareil, alors même punition, alors je te parlerai pas de boxe du coup, mais Ouais. est-ce que tu as un artiste, un sculpteur, un céramiste, ou même un autre artiste qui est un modèle vers lequel tu voudrais aller? Bah là, quand tu me dis ça, je pense à Paul Day, qui est un sculpteur de la région. Il y a D'accord. pas très loin de Dijon, vers Cormarin, château de Cormarin, je crois. Et c'est un sculpteur qui est connu dans le monde entier. D'accord. Et il a des sculptures magnifiques à Londres. Il a déjà travaillé pour la reine d'Angleterre. Alors, il s'appelle Paul ça Day. s'écrit comment? Paul Day comme le jour. Ah, d'accord. Donc Le- il le marque. travaille l'argile aussi, mais toutes ses sculptures sont coulées en bronze. Et il fait des sculptures monumentales. Il y en a une magnifique dans la gare de Londres Ouais. qui fait, je crois, au moins 16 mètres de haut. C'est un couple qui s'enlace. Ah, c'est énorme. Et c'est un travail absolument exceptionnel. Moi, je suis fasciné par son travail. Est-ce que l'art pour vous... Alors, l'art pour vous, vous l'avez plutôt bien décrit. Est-ce que vous vous considérez vous-même comme artiste? Même si Bilal a répondu un petit peu tout à l'heure. Ah oui, je suis artiste. C'est pas pompeux pour toi, ce terme? Non, pas du tout. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre. Ah bon, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les gens disent non, moi je me considère pas artiste parce que c'est un terme un peu pompeux. Et Ah, c'est Pas dommage. non, forcément non, pompeux, je sais mais pas, ils disent que ils sont pas à ce stade-là. Enfin, pour eux, un art, C'est un Graal. un saint Graal. Ah non, pour moi, à partir du moment où tu crées quelque chose avec tes mains, que tu essayes de faire... tu mets tout ton cœur, tu essayes de faire une belle chose, tu es un artiste. Mais oui. Donc, C'est- en fait, n'importe qui peut être artiste. Pour le coup, je te rejoins complètement. C'est être créateur, être artiste. Et Donc toi, même Bilal, l'enfant qui prend C'est un bout de pareil. terre, c'est un artiste. Je partage ce que dit Mathieu, mais c'est vrai que c'est pareil à ce qui avait été dit tout à l'heure. Je me considère, si on parle sur la symbolique de l'art, bien que ce soit le noble art et on ne produit pas quelque chose à donner, mais en tout cas, dans la façon dont on est façonné avec une équipe qui nous entoure et la façon dont on est préparé, c'est sûr qu'on doit arriver comme, c'est un diamant brut qu'on doit tailler et le jour de la compétition, en tout cas, briller au maximum. D'accord. J'en connais un, diamant brut, qui brille de mille feux, c'est Clem. Et c'est le moment de sa rubrique. Allez, La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Oui, Flo essaye toujours de faire des transitions j'essaye merveilleuses. quand même. Avec plus ou moins de succès. Oui, bon, bah là, si, je trouve que t'es brillante. Merci mon petit Flo. Allez, la rubrique à Clem. Alors moi, ça me fait un peu mal de dire que c'est un diamant brut pour le nombre de fois où je la polis, franchement. Mais Nico, Donc comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'expressions relatives au manque de sommeil. Commençons par avoir la tête dans le cul. Ah oui. Ça parle à tout le monde, je sais pas. Ça vient de la prison? Non. D'accord. C'est une expression très très récente en fait qui date du XXe siècle. Elle évoque donc un état de fatigue extrême avec les symptômes que cela implique, comme la vue brouillée et une perception faible, comme si on était coincé dans cette partie du corps.
tout simplement. D'accord. Ça ne va pas plus loin. C'est décevant. Alors là, je suis déçu. Je suis J'aurais désolée. appris- J'aurais appris quelque chose ce soir. Je suis terriblement Moi, je trouve ça décevant. Je suis désolée, il n'y a Je pas de m'attendais prison à sombre, il quelque y a... chose de Non, drôle, juste... c'est lié à la Pas, partie du pas un corps. truc de souplesse, rien. Non. Non, désolé. Allez, je vois que vous êtes frustrés. Ah oui. Se lever du pied gauche ou du mauvais pied, ça Du vous mauvais parle pied, ouais. Se lever du mauvais pied. Oui. Donc l'origine est un peu incertaine, mais elle remonte à des temps anciens où certaines superstitions régnaient. Donc le pied gauche était souvent associé à des connotations négatives comme le malheur ou la malchance. On pense que cette idée vient des civilisations antiques telles que les Romains et les Grecs qui considéraient le côté gauche comme mauvais ou inférieur. Dans certaines cultures, on croyait même que les démons résidaient du côté gauche. Et commencer une action avec le pied gauche était donc synonyme de mauvais présage. Oh là là. Par ailleurs, dans la Rome antique, on préférait commencer toute activité en utilisant le pied droit pour Pourquoi conjurer le mauvais sort. Et pourtant, on dit que marcher dans un caca de chien du pied gauche, ça porte bonheur. C'est vrai, mais ça c'est très français ça. Vous aimez C'est français. Ça répond à quelque chose. Non, même sérieux, moi, pour le coup, bon, c'est quelque chose qu'on savait, mais pour le coup, j'aurais pas su dire si c'était français Ou pas. C'est vrai. ou Ouais. plus loin, quoi. Ouais. D'accord. J'ai ma réponse. En tout cas, vous saurez pour votre culture personnelle qu'il n'y a pas toujours eu une chaussure pour chaque pied. Chaque chaussure à son pied. Au XVIIe siècle, il n'y avait pas de distinction entre pied droit et pied gauche. Pour le cordonnier, ça lui permettait de n'utiliser qu'une seule forme. Ah. Ce n'est qu'en 1859 que Monsieur Godillot Ah, d'où crée l'argot, une les chaussure godillots. droite là. et une chaussure gauche D'accord. pour rendre les souliers plus confortables. Il est malin ce godillot. Godillot. Voilà. Est-ce que être à côté de la plaque, ça vous parle? Oui. Tout le temps. Oui. On y est souvent, je crois. On est sûr. Ah bah quand même. Est-ce que vous savez d'où ça vient par hasard? Alors, d'où ça pourrait venir être à côté de la plaque? Une idée, Mathieu? Qu'est-ce que nous avons comme plaque? Oh, donc, un peu de... si t'as ça- pas d'idée, peut-être ça- un peu de beatboxing. Merveilleux. Voilà, voilà. Donc l'expression vient du monde ferroviaire. En effet, pour qu'une locomotive change de direction, il fallait qu'une plaque tourne. Ah oui. À cause d'une fausse manœuvre, cette locomotive pouvait être à côté de la plaque, en réalité à côté du rail. Et sinon, autre explication possible, cette expression proviendrait d'activités de tir, où une plaque constitue le panneau de la cible, donc lorsque le joueur la manque, il est à côté de la plaque. Alors, encore une petite. Allez. Être dans le coltard. Le Ah, coaltar. Le Ah, coaltar. merci. Ouais. J'allais demander, est-ce que vous savez comment ça s'écrit? Mais du coup, Ah bah oui. ils pardon. m'ont... Désolé. Ils ont anticipé ma... D'ailleurs, on dit être dans le coaltar. C'est pas grave. Donc ça s'écrit... Ça s'écrit effectivement coaltar. Donc C-O-A-L-T-A-R. Est-ce que Motus. vous savez du coup pourquoi ça s'écrit coaltar? Parce qu'il y a une raison. Non, mais moi, je sais même pas ce que ça veut dire, coltar. Donc, Être dans le coltar. être dans le coltar, oui, mais le mot coltar tout seul, je sais pas. Donc, Non, moi non plus, je sais. est-ce que ça l'écrire, vient c'est de tout. Je savais pas. co rien, donc, et de altar, donc à côté de quelque chose? Alors non, mais c'est bien essayé. Dommage. Koa Donc c'est Coaltar. né de la fusion de deux mots anglais. Ah, coal. Effectivement, coal, qui est le charbon. Charles. Ah, coal. Coal, Moi, je sais pas. C-O-A-L. Ah, oui. D'accord. oui. D'accord. Voilà. Et de tar, qui est le goudron. Ok. Voilà. Donc du coup, coaltar, en fait, ça désigne le goudron minéral extrait de la houille utilisée pour prévenir la pourriture des bois et Oui, l'alimentation oui, oui. des chaudières des locomotives. D'accord. Bon, on est toujours dans le truc train, quoi. On est très train ce soir. Donc ce mot coaltar, il est utilisé exclusivement dans le domaine des sciences, de la médecine et de la mécanique du coup. Mais l'expression naît directement par analogie de la consistance même de cette substance. Pardon. Pas facile avec quand le on a nez lu. bouché. Je suis désolée. Je parle de nez, je suis vraiment désolée. Donc en effet, l'état vaseux dans lequel on se trouve au sortir d'un sommeil très profond est comparé à ce liquide Ah ouais. épais. Un peu épais, Poisseux. visqueux. Ouais. Rappelez-vous des personnages de Lucky Luke recouverts de goudron et de plumes. C'est exactement Donc ça voilà, que je pensais. ce goudron dont on a du mal à se dépêtrer. En outre, le coaltar était bien connu par les ouvriers du 19e siècle pour être un produit dont les émanations toxiques font tourner la tête si l'on se trouve dans une pièce mal aérée, d'où Ok. du coup l'état de le coaltar d'être un peu... D'être un peu, oui, dans les vapes, quoi. Voilà. Ça rejoint également être dans le cirage, Ok. qui fait appel à la couleur noire du cirage.
qui est fait appel du coup aussi C'est vrai. aux émanations du produit. C'est la même expression. C'est la même, ouais. Voilà. Oh, on s'est pas embêté, hein. On en fait deux différentes, mais Ah. en fait c'est la même chose. Je suis un peu déçu parce que pour une fois, alors d'habitude avec les expressions qu'elle explique, ça il y a toujours avec la bouffe ou avec les prostituées. Et là, bon, on est dans le Ça langage fait longtemps quand ferroviaire. même, hein. Ça fait Ouais. un petit moment. Hein. Je suis un peu déçu. Là, on est toujours un peu soft. dans- ouais. Elle est revenue dans le soft. Ouais, on Elle est est revenue dans le soft, On est dans le là. train, quoi. Je Dans peux le pas. train-train. Il faut bien que je montre que les expressions ne sont pas toujours. Ça marche de ouf. À chaque fois qu'on tape la cloche, il est prêt monte pour le les points. combat, Bilal. C'est un mauvais. Attends, comment ça s'appelle déjà J'ai. Des formations professionnelles. C'est Non, Pavlov merci. Pavlov. Si je peux aider. Ah, réflexe de Pavlov. Voilà. Mais tu baffes pas comme le chien. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça va venir. L'écume aux lèvres. N'hésitez pas à me suggérer des expressions que je pourrais explorer pour vous avec grand plaisir. Merci Clem. Merci Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Les seuls mimiques. Je suis fan. Qu'est-ce qu'on s'ambiance. Ah là là, Je me sens bien, on c'est bon, c'est notre s'ambiance. génération, c'est bon. Peut-être une petite imitation d'Eddie Murphy quand tant qu'on est là. Ah ouais, mec, quand tu veux. Peut-être Caméscope, mec, que je filme la bavure. Je vous rappelle peut-être que même nous le titre sommes. de l'épisode. Je vous rappelle du coup que nous sommes accompagnés du merveilleux Eddie Murphy. C'est incroyable. Ah ouais, mec. Alias Mathieu Marie céramiste de la Terre dans les étoiles. Incroyable. Et de Bilal Latrèche, boxeur professionnel. Bilal qui nous a pas fait d'imitation encore. T'en connais une ou pas? Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Ah. Ça dépend un petit peu. Hein? C'est très bon. Bon, j'ai pas son talent de voix comme Comme mon Mathieu. ami, mais j'espère qu'Adrien m'a reconnu. Quoi. C'est à l'époque, quand je me C'est suis bon, battu ça. contre l'ancien bloc soviétique, c'était plus facile. Alors, tant qu'on est là-dedans, Clem, une imitation peut-être. Oh putain. Une quoi, t'as dit? Une Imitation. imitation Bah, pareil, peut-être, quoi. Clem. Tu veux dire que je dois imiter les auditeurs qui essayent de Les nous auditeurs. appeler Et toi, Je peux Flo? le faire sans me boucher le nez. Le mime Marceau? Bah oui. Bluffant. C'était Merci. vraiment bluffant. Bah c'est assez réaliste, je trouve. Toi, attends, oui. Ah toi aussi, ouais, attends, Nico, tu fais le tour, mais. J'échappe pas. Moi, je sais faire Vin Diesel. On va voir. Vroom vroom. Vroom, vroom. Alors, les filles, elles aiment bien les voitures, alors nous, on fait des voitures. C'est avec quelqu'un d'autre, je vais dire, on va ça, mais c'est pas jamais. Voilà. Ça nique un Vin peu la Diesel, voix, ça mais c'est Vin Diesel. Ah non, c'est bourré. C'est Vin Diesel, c'est bourré. Arrête. Le pauvre, heureusement qu'il est pas là. Après, Là, ils Plutôt, auraient c'était fumé plutôt tous ensemble. Vincent Plomb là. C'est clair. Bilal, toi, t'as plus la voix pour faire Vin Diesel, un peu cette voix éraillée, là. Genre, le plus important, c'est la famille. Tu vois, un truc comme ça. Quoi. J'arrive pas trop à voir la voix qu'il a, mais tu sais, je suis plus. Ouais, T'es plus Schwarzenegger, Stallone, vraiment. quoi, voilà, Ou Stallone, ouais. c'est ça, je sais pas, mais ouais. C'était vraiment sympa cette émission spéciale imitation. Cette émission est incroyable. C'est clair. Bon, carton rouge, mais c'est pas grave. Alors. Ça marche. Tu sais que tu vas rigoler, mais une fois je montre un film à ma femme, puis je suis très particulier au niveau cinéphile parce que j'ai des films, elle serait à côté, ici, elle vous dirait, mais non, il est fou. Il est fou parce que des fois, il passe de 2-3 films différents, mais de styles trop différents. Puis j'ai une passion pour certains films, je sais pas si c'est la vôtre, ça va vous parler de notre génération. Je suis un fan des westerns, dont Bud Spencer et Terence Hill et tous les anciens westerns. Terence Hill. trop bon. Et western Ouais, spaghetti. exactement. Moi, je kiffe les westerns. Puis la bagarre. La bagarre, il faut. Et puis, il y en a un où, en fait, il y a un ancien, sûrement un ancien boxeur, mais je pourrais plutôt dire c'est lequel. Je crois que c'est Cul et chemise, le film qui se fait avec Hormone, qui est le méchant dedans, qui joue d'ailleurs un ancien champion de boxe millionnaire, etc. Puis, en fait, dedans, à chaque fois, il y a des trucs qui font que des fois. Puis, en fait, un mec qui fait tout le temps ça dans le film. Puis, je dis, là, je vais finir comme ça à chaque fois. C'est sûr. Puis, tout le long, il est comme ça. Tout le temps, dès qu'il y a des bruits, il fait le boxeur parce qu'il y a des bruits un peu similaires. Ouais, ouais. Et Un c'est peu de marrant. bruit de cloche. C'est vrai. Je dis toujours, bah, tu vois, regarde, ça c'est ce qui m'attend plus tard. C'est sûr. Ouais, c'est faut t'y certain. préparer, quoi. C'est certain, tu vas y venir. Bah voilà, ça y est. Hein. Là, Bah, tu voilà, y es. regarde, la Là, preuve. il se met en garde à chaque fois. Si un jour il a un biopic sur lui, ils vont s'amuser à faire ça. Oui. Messieurs, maintenant on va parler un petit peu de vous, de votre art, de vos techniques, de vos inspirations.
Alors, je vais pas faire la blague à chaque fois. Mathieu, on va vraiment commencer par toi. Ok. Ça marche pas toujours. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Pourquoi tu le fais? Et quelles sont tes inspirations? Vous avez 3 heures. 3 heures, ça fait beaucoup. Donc, je fais essentiellement des sculptures en terre cuite. Ça m'arrive de faire un petit peu de poterie, mais c'est essentiellement de la sculpture. Moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui je prends le plus de plaisir à faire. Donc, la technique, c'est le modelage de l'argile. Je vais bosser par série sur des grosses sculptures. Par exemple, la série sur laquelle je bosse en ce moment, c'est une série animalière. Donc, je fais des grosses sculptures d'animaux, mélange animaux-humains. La série que j'avais fait avant, c'était des super-héros. Et la prochaine, ce sera peut-être des extraterrestres. Oh, le Bouddha extraterrestre, donc, peut-être même. Le retour retour. aux sources, c'est ce que j'allais dire. Oui, ce serait bien. Oui, c'est vrai que c'était ma première sculpture, Bouddha extraterrestre. Non, on a dit le cendrier. Comment, Oui. comment ça marche? Alors, mets-toi en tête que la plupart de nos auditeurs et nous-mêmes, on est très nouveaux là-dedans. Donc, on parlait tout à l'heure de terre crue et de terre cuite. Donc, terre crue, c'est la terre qui n'est pas cuite. Ouais. Hein? Bravo. Merci. Waouh. Merci. Wow. Merci. C'est quand même le meilleur J'ai de la étudié. bande. Le plus intelligent de la bande. Comment ça se passe en fait? Pourquoi déjà ne bosser qu'avec de l'argile? On ne peut faire que de l'argile? Est-ce que tu peux travailler d'autres terres que l'argile? Ah non, c'est forcément l'argile. Après, il y a différentes variétés d'argile. Donc, on a les 3 grandes familles, c'est le grès, la faïence et la porcelaine. D'accord. Après, en fonction de ce que tu veux réaliser, tu choisis l'argile qui te convient. Donc, D'accord. moi, le grès, pour la sculpture, le modelage, c'est ce qui va le mieux. J'utilise un grès soit qui vient de Bourgogne, soit qui vient d'Espagne. Un grès chamoté. La chamotte, c'est des petits grains de terre cuite qui sont incorporés à l'argile et qui donnent une structure, en fait, à l'argile. Donc c'est l'idéal pour les grosses pièces et pour la cuisson raku, la technique de cuisson japonaise que j'utilise. Alors, et en fait, ces petits grains de terre cuite qui sont mélangés à l'argile, ça va donner une structure à la terre et ça va la renforcer en fait pour les chocs thermiques. Donc la technique raku. La technique raku, ouais, donc elle date du XIVe siècle. Elle est née au Japon. À l'époque, ils faisaient la cérémonie du thé avec cette technique. C'est une technique de cuisson. D'accord. Donc en fait, elle consiste à sortir les pièces du four quand elles sont très chaudes, autour de 1000 degrés, pour créer un choc thermique. Donc la différence de température... Avec l'air, juste l'air ambiant. Voilà, la différence de température entre le four et l'extérieur, ça va faire fissurer l'émail. D'accord. Et en fait, moi derrière, je vais faire un enfumage avec des copeaux de bois. En fait, je vais poser la pièce dans des copeaux de bois. La chaleur de la pièce va automatiquement enflammer les copeaux. Et donc, c'est cette fumée qui va rentrer dans les fissures. C'est ce qui permet de voir les fissures. Si je ne faisais pas d'enfumage, on ne verrait pas de fissures. Ouais, ça la colore en noir. C'est la fumée qui... Et ça s'en va pas après Donc, toutes les parties de la terre qui sont non émaillées vont devenir noires. D'accord. Et puis, les parties émaillées qui sont fissurées vont devenir noires. Les fissures vont devenir noires. Tu vernis après pour que ça bouge pas? Non, c'est pas nécessaire. Donc, non, en fait, l'émail est fondu. Donc, l'émail, c'est composé essentiellement de silice. Hein, donc, c'est comme du verre, c'est fondu et c'est solide. Après, la technique d'enfumage, ça date pas du XIVe siècle, c'est très récent. C'est né dans les années 70 et c'est les Américains qui l'ont inventé. Ah oui, c'est très récent. Et juste pour un aspect physique, en fait, juste pour faire joli. Et ça apportait quoi? Alors, c'est juste pour l'esthétique. La technique du raku hors enfumage, ça apporte que de l'esthétique ou il y a vraiment une question de solidité? Non, au contraire, c'est plus fragile parce que la cuisson raku, c'est une cuisson qui est à basse température. Ouais. Donc 1000 degrés en céramique, c'est de la basse température. Ouais, tu mets pas comme ça. Tu mets pas ton rôti, quoi. Hein. Ouais. Donc on est la haute température, on est plus proche des 1300 voire 1400 parfois. D'accord. Et donc, je sais plus ce que je disais. Je te demandais si ça avait un intérêt pour la pièce de faire une technique raku, puisque ça fragilise la pièce, à quoi ça sert? Oui, c'est juste un intérêt esthétique. C'est juste esthétique, même si on voit pas les fissures sans faire d'enfumage? Bah là, je trouve ça moins intéressant. D'accord. Ouais, moi je trouve que les Américains, ils ont été forts là-dessus. Pour une fois. C'est ça qui m'intéresse. En plus, l'enfumage va vraiment faire réagir certains émaux. On pourra avoir... des rendus vraiment particuliers. Par exemple, il y a un émail que j'utilise souvent qui est à base de cuivre, d'oxyde de cuivre, et l'oxyde de cuivre va réagir à l'oxygène et au manque d'oxygène dans le bac d'enfumage.
et va donner des patines cuivrées, des nacres qui sont très très beaux. Les émaux, c'est assez magique. Ouais. C'est que la couleur avant cuisson n'est pas la même. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Par ce exemple, procédé l'émail que j'utilise avec de l'oxyde de cuivre, quand je le prépare, il est de couleur grise, parce que l'oxyde de cuivre que j'utilise, c'est comme une poudre noire, en fait. Donc, mélangée à des minéraux et de l'eau, donc ça fait une poudre grise. Et en fait, ça se transforme avec la chaleur. La couleur, apparaît en fondant. C'est assez magique. C'est de l'alchimie, quoi. Et la cuisson raku, ce qui est magique, c'est qu'il y a une part d'incertitude, en fait. Je ne suis pas tout seul à créer, il y a la nature qui crée aussi. On ne sait pas totalement comment ça va ressortir. Moi, j'arrive à diriger dans le sens de ce que je veux, mais il y a toujours une part de mystère. Les fissures, on ne sait pas comment elles vont se faire, dans quel nombre, quelle taille. Et on est avec les éléments, avec l'eau, le Chaque feu. pièce différente, en fait. Il y a tous les éléments. Le four, c'est un four électrique, c'est des fours à Micro-ondes. bois. Alors, j'ai deux types de fours. J'ai un four électrique et un four à gaz. Donc le four électrique, je l'utilise pour mes premières cuissons, qu'on appelle le dégourdi. Donc c'est une cuisson à basse température aussi. Ça permet de préparer la pièce avant l'émaillage. D'accord. Et donc après cette première cuisson, j'émaille les pièces et après je fais la cuisson dans un four à gaz que j'ai fabriqué de mes propres mains. Ah ouais, c'est Ouais. fou. D'ailleurs, c'est marrant parce que le jour où j'avais décidé d'acheter le matériel pour fabriquer le four, je suis allé faire une balade dans une forêt avant d'aller au magasin et j'ai trouvé mon four dans la forêt. Un vieux bidon de 200 litres, un bidon d'huile de 200 litres. Je fais, ah voilà. Jeté dans la forêt. Oui. Heureusement que tu l'as repris. Parce Et c'est de la marque Elf, et du coup, je dis que c'est un four elfique. Donc après, je suis allé à la boutique et puis j'ai acheté de la fibre réfractaire que j'ai placée à l'intérieur du four pour l'isoler. Ouais. Et puis un brûleur pour balancer le feu Il au faut gaz. que ça soit une flamme puissante. Voilà. Il y a une technique où on peut faire des marques sur la terre en brûlant des choses, comme brûler une plume, faire brûler du crin de cheval. Crin de cheval, ça marche. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, t'as déjà essayé avec tes poils de cul? Tu vois, donc j'ai essayé avec tes poils Et de alors, cul. t'as répondu quoi? Je lui ai dit oui, mais ça marche moins bien parce qu'en fait, ils sont moins épais. Donc avec des poils épais comme crin de Il a cheval, vraiment c'est essayé. bien. Oui, j'ai vraiment essayé. Alors, j'aime pourquoi bien ne pas les essayer en même expériences, temps Après tout, ça pouvait être sa marque, on sait jamais. Et on parlait de marque de fabrique et tes petits personnages dont je parlais dans ta présentation. Tu peux nous en dire un peu plus peut-être? C'est ça aussi qui fait qu'on te reconnaît? Et oui, c'est vrai, on me connaît beaucoup pour les Kogi et les Giso. Donc les Kogi, c'est moi qui ai inventé le nom. Je trouvais que c'était un nom mignon. Oui, très japonais. Et en fait, les Kogi, c'est la tête des Giso. Les Giso, ça existe au Japon. C'est des bodhisattvas au Japon. C'est des êtres protecteurs, des êtres éveillés qui restent sur Terre pour accompagner les autres. Et là-bas, ils sont particulièrement protecteurs des enfants et des voyageurs. Donc il y en a beaucoup au bord des routes. Ouais. Et dans les temples, dans les cimetières également. Et par rapport au façonnage des sculptures en elles-mêmes, en fait, la technique, c'est que je dessine jamais, même si je dessinais avant. Avant de réaliser une sculpture, je vais la réaliser plusieurs fois dans ma tête. Donc tu la dessines quand même quelque part dans ta tête? Oui. Enfin, en fait, je fais toutes les étapes. Je pars du pain de terre jusqu'à la sortie du four. D'accord. Et je réalise toutes les étapes dans ma tête plusieurs fois. Des fois, ça va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où je la fais plusieurs fois avant de la commencer. Et donc, quand je commence la sculpture, je sais exactement où je vais. C'est très confortable. Bah oui. Et du coup, ça me permet aussi, en cours de route, si j'ai envie de changer des choses, je peux changer. Mais voilà, j'ai ma ligne de conduite. Donc, capacité justement à te projeter sur toutes les étapes. Voilà. Sans prendre de notes, sans Oui, c'est ça. Oui, puis je prends vraiment beaucoup de plaisir à la réaliser dans ma tête, comme en vrai. Est-ce que du coup, pour faire le parallèle avec toi, Bilal, est-ce que toi du coup, quand tu commences un combat, avant de commencer un combat, est-ce que tu as projeté déjà alors, je sais qu'en face de toi, tu peux pas savoir ce que la personne va faire, mais est-ce que tu as déjà prévu un petit peu un plan de conduite, comment faire pour battre la personne qui est en face de toi? En fait, quand tu prépares un combat, tu fais aussi toujours une part.
en sophrologie, on l'explique, et puis on peut le faire aussi en méditation, ou différentes techniques orientalistes, parce que la sophrologie vient indépendamment de certaines techniques médecine alternative, aussi des courants de l'Orient. En fait, il y a une partie qui est dans ce qu'on appelle le conditionnement à ce qui va arriver après. Donc, on essaie de faire de la visualisation. D'accord. Dans la visualisation qu'on fait à très haut niveau, on met ce qu'on appelle des points d'ancrage dans ce qu'on va affronter. Oui. Ces points d'ancrage, jamais rien n'est parfait. Oui. On fait le schéma parfait qu'on doit respecter avec pour que le cerveau-mécanisme, vous savez, dans le principe du cerveau-mécanisme et puis des émotions, ce que l'émotion a vécu, l'esprit et le corps l'a réellement vécu, tout en étant assis. Oui. Là-dedans, le sportif de niveau, quand il fait de la visualisation, quel qu'il soit, et comme je le fais avant mes combats, il y a différents schémas que je mets en me disant le combat, idéalement, va se passer comme ça. Oui. Mais on sait que ce ne sera pas forcément le cas. Mais, Bilal, prépare-toi aussi à ce que le combat, tu vas en prendre plein la poire. Comme disait Mac Tyson, on a tous un plan. Jusqu'à ce qu'on prenne la première dans la gueule. Entre parenthèses, si vous me permettez l'expression. Bien sûr. Mais c'est exactement vrai. Ouais. C'est vrai. Et donc, il y a des plans que je me fais dans ma tête en me disant, voilà, Bilal, imagine que dès le début du combat, ça se passe mal, blessé, à la main, ou une arcade qui lâche, et puis le début, très difficile. Comment tu fais ? Comment tu varies ? Comment tu dois te reconditionner à rechanger de stratégie et à ce que mentalement tu sois prêt à affronter ces difficultés. Si là-dedans tu n'es déjà pas prêt, si tu n'es pas préparé dans la tête, tu n'es pas préparé au combat. Ça va être très très dur. Ça va être, à ce niveau-là, ça va être très 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 dur. Et il y a des gens, il y a des gens qui connaissent ton style. Tu l'as dit, toi j'ai un style comme ça, etc. Donc toi en face, les adversaires que tu affrontes, tu connais aussi leur style. Donc tu sais qu'ils vont attaquer comme ça en premier, qu'ils vont enchaîner sur ça, qu'ils ont ce style de botte particulière, etc. Ou... Bien sûr. En fait, moi j'ai un style qu'on appelle défensif dans le côté tactique. Moi j'utilise, plus le boxeur il va boxer, plus j'utilise ses failles. Oui. Moins il va boxer, intelligent. Exactement. Moins il va boxer, plus c'est difficile pour moi, pour le coup. Et moi, donc là-dedans, ça demande c'est comme un jeu d'échecs. Moi, je suis beaucoup dans l'anticipation. Et, mes adversaires, généralement, quand je les affronte, j'ai beaucoup de vidéos sur eux. Je peux te dire, par exemple, 8 fois sur 10, il va commencer avec son bras gauche. 2 fois sur 10, il va commencer avec son bras droit. Donc. Sur les 10 fois, quand il commence avec son bras gauche, il met sa jambe gauche en avant. Et pas sur le côté droit, sur le côté gauche. Ça donne des indications, des indicateurs qui me permettent d'utiliser, de préparer avec mon coach, avec bien sûr mes entraîneurs, des plans tactiques pour commencer à mettre en place des plans offensifs et défensifs. Lui retourner contre lui. Par rapport à ce qu'il va faire. Mais bien évidemment, à très haut niveau, lui aussi fait pareil. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir un cran d'avance. Après, en boxe, ce qui est particulier, c'est qu'on peut avoir un cran d'avance, puis en prendre une bonne, puis se retrouver comme on dit, l'expression de la boxe, on se retrouve sur le cul. Ou dans le noir. Donc l'idée, c'est d'éviter ça. Mais c'est toujours de se dire... Voilà, mais c'est toujours de se dire, en fait, comment je prends l'ascendant tactique avec 1, 2, 3 coups d'avance sur mon adversaire, à ce que, quoi qu'il arrive, à ce qu'il fasse. Défensivement, j'ai pu esquiver, bloquer, me désaxer, bouger sans que ça me mette en difficulté. Et à ce que je puisse faire et ce que je puisse mettre en place contre ces attaques ou pour l'attaquer, ça passe. Oui, c'est fou. Et c'est beaucoup en fait d'anticipation. Tu as fait combien de combats et combien de victoires ? En professionnel ? Ouais. Alors 40 combats. Ouais, c'est énorme. 34 victoires. Ouais, je crois que c'est ça. Non, 33 victoires, un match nul et 5 défaites. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, c'est un taux de réussite incroyable. Ouais. Dont un tiers par KO sur tes victoires. Dont un tiers par KO. 11 par KO, quoi, en fait. Alors, c'est ça, je crois quasiment, je crois qu'on est là-dedans. Et 11 titres. 11 ceintures, 11 titres, ouais. C'est fou. Ouais, quel palmarès. Moi, j'avais une question pour Mathieu. Vas-y. Tu disais que tu visualises ce que tu vas créer quelques jours, voire quelques mois avant. Je me demandais, du coup, comme tu le visualises dans ta tête, que tu le dessines pas forcément, qu'est-ce que tu fais pendant que tu visualises? Est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu vas marcher dans la forêt? Qu'est-ce que tu fais pendant que tu visualises? Ça va être souvent dans mes moments de repos, assis sur un fauteuil ou dans mon lit le soir avant de m'endormir, ou le matin au réveil. Ouais, donc tu fais rien en particulier en fait. Non.
Bon, ben voilà, c'est tout. Mais c'est intéressant de se dire, de visualiser. Et je rebondis aussi pour Bilal, le parallèle avec l'art. On parle souvent de répétition en musique ou répétition du geste aussi dans ta tête quand tu vas préparer une pièce. Toi, c'est l'entraînement, en fait, ta répétition. Quand tu dois t'entraîner, on parlait de la perte de poids, parce que vous avez des catégories en boxe, comme dans beaucoup de sports de combat. Comment tu prépares ça ? On en parlait un petit peu en off avant, mais au-delà de l'entraînement, c'est aussi toute une... un respect, un régime, et d'arriver le jour J au bon poids. Comment vous préparez ça avec ton entourage ? Et quelle est ta catégorie aussi ? Oui, c'est vrai. Ma catégorie, donc moi je boxe et je suis classé mondialement chez les mi-lourds. Donc en professionnel en boxe, c'est les moins de 79,300 grammes kilo. Ah, c'est si précis que ça, ok. Une fois, j'ai dû enlever l'année dernière mon caleçon parce que j'étais à 100 grammes près. Ok. Il restait plus que ça. Et Donc c'est on a pas- mis une et c'est serviette passé. et puis c'est passé. Ah Mais ouais. c'est 100 grammes près. J'adore. C'est mais assez c'est- courant, c'est la ouf, poser ouais. avec serviette. Ah ouais, puis là c'était c'était mon championnat intercontinental pour le top 15 mondial ceinture WBO. Ça rigole pas. C'est-à-dire que l'agent, le numéro le vice-président mondial était présent. Et lui, je suis monté à 79 400 et quelques. Il a dit non. Soit il y a le décret d'1 heure, tu perds ton poids, tu reviens, on refait une pesée et tu peux combattre. Soit je dis non, no problem, sir. Je dis vous avez des serviettes, très bien, mettez 2 serviettes, caleçon et chaussettes. J'ai enlevé le caleçon et chaussettes et c'est passé. C'est Non, bon à mais savoir c'est quand je ouf. monte sur ma balance le matin. D'enlever les vêtements, ça fait si lourd que ça. Mais parce que si tu passais pas, qu'est-ce qui se passait concrètement ? Tu pouvais pas être dans cette catégorie, mais tu aurais dû boxer dans la catégorie du dessus ? En fait, non, j'aurais été sur le combat là. Donc là, pour le coup, donc j'enlève mon caleçon et mes chaussettes qui me fait perdre 100 grammes. C'est 100 grammes. Et je peux combattre et j'ai été validé. Donc il y avait des serviettes pour protéger et cacher ça. Oui, et, t'es pas monté sur le ring à poil, on est d'accord. Voilà. Mais là, c'est la veille. En plus, c'est la promotion publicitaire, promotionnelle, le face-to-face, comme on dit, Bien sûr. avec le jeu de regard, tout ça. Il y a un côté un petit peu aussi intox ce jour-là. Un côté chaud. Donc, si à la pesée, j'avais pas été au poids, non, je ne boxais pas au-dessus. Mais par contre, à ce moment-là, comme c'est un championnat sous l'égide d'une grosse fédération majeure, alors on m'aurait dit, donc, tu as 1 heure pour perdre le poids que tu as en plus. C'est fou. 1 à 2 heures selon les fédérations. Donc, si tu dois revenir et tu es au poids, si tu l'es pas, tu vas combattre avec un accord de ton adversaire qui l'accepte de te combattre avec ce poids supplémentaire. Par contre, tu auras une amende financière à lui remettre. Donc là, après, c'est du côté financier, du boxing business. D'accord. Et si tu gagnes, tu ne seras pas champion. Le titre deviendra vacant. Par contre, si ton adversaire gagne, il sera champion. Ah ouais, bien sûr. Donc, c'est perdant-perdant. c'est perdant. Donc bon, pour le coup, lors de cette expérience, heureusement, comme je dis, j'étais à 100 grammes près du poids, ce qui est logique. Hein, le superviseur mondial l'avait refusé, a dit non, il faut être à tel poids. C'est exactement 79, 300, je crois 307, un truc comme ça. Et donc, quand j'ai enlevé le caleçon, c'était bon. Nico, est-ce que tu as l'habitude de perdre beaucoup de choses quand tu fais ta Stanley rubrique, toi ? Énormément, je perds beaucoup de fierté souvent. Est-ce que tu veux en perdre tout de suite dans cette Allez, rubrique ? on y va. Allez. Stanley rubrique. Alors, j'avais fait une rubrique sur la langue française récemment. Alors, je me suis dit que j'allais continuer un petit peu là-dessus. Non pas une question, mais plusieurs. On va voir si vous êtes assez jeune, on en parlait tout à l'heure, dans votre esprit pour deviner ce que veulent dire ces mots et expressions actuelles utilisés aujourd'hui. Précisons juste à nos invités que Clem et moi ne connaissons pas la réponse. Non, Oui, personne toujours ne pas. connaît les réponses. Donc on joue aussi. On est parti ? Alors, savez-vous ce que ça veut dire, c'est la S ? Ouais. C'est la S. Ça La veut dire... S, c'est la merde. Il y a rien, c'est la dèche, quoi. Ouais. Ah. Il est content, il a marqué le premier point. Et tu sais... Et alors, pour le petit point bonus, Bilal, tu sais ce que ça veut vraiment dire, d'où ça vient ? La Hesse, c'est de l'argot, c'est de l'argot populaire. La Hesse, c'est le. Est-ce que ça vient du nord Maghreb, non ? Ouais, c'est c'est ça, un mot ouais. arabe en fait. C'est Ça veut ça, dire- ouais. C'est le mot arabe est qui veut dire volonté de nuire.
Voilà, ça veut dire effectivement c'est la Hesse, c'est la galère quoi. C'est la galère, C'est la exactement, galère. ouais. Ok, ça c'était facile, ça c'était juste pour vous chauffer. Maintenant, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Est-ce que vous savez ce que ça veut dire que Ah, on la ramène C'est moins un là. verbe. Non, c'est pas un verbe. Que. Tu balances ça comme ça Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, je pourrais vous dire, tiens, là, cet épisode avec Bilal Mathieu, c'est ce que. C'est cool. Ouais, Chouette. c'est cool, ouais, c'est cool. Okay. Expression associée t'es à... jeune, toi. Non, mais je connais même pas, j'ai dit au 33 pif, ans. il a donné le C'est le contexte. cas de le dire, le pif rempli même, non? Ah, ça va, je fais comme je peux. Ce que, c'est une expression associée à un pas de danse créé par 3 amis sur TikTok, Joga, Wilso et Tia, pardon. Joga Bonito. On communique dans le ce que. Ils veulent nous ce que. Les ados répètent ces 2 mots à l'envi, mais ça n'a pas de signification particulière. Ça veut tout et rien dire à la fois. L'inventeur du mot signale qu'il a dit ça comme ça et que ça lui était sorti de la tête. Mais il précise qu'aujourd'hui, ceci est plutôt utilisé dans le sens cool. Par exemple, je suis sorti d'une fête, c'était ce que. On peut dire aussi ce que. Alors voilà, pour ma part, je parle quoi. Ok. Je suis bien né dans la bonne génération. C'est ce que je me dis aussi. Bah, on parle comme des vieux cons, mais pour ma part, je parlerai pas de masque ici. Ça c'est. Allez, encore une petite. Allez, Clem la connaît celle-là, donc elle l'a même détournée. Je vais te demander de pas la divulguer. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le terme choc-bar? Choqué? Je connaissais Choc-D, mais Choc-Bar, non. Alors, choqué, je suis choc-bar, Ouais, tout à fait. Il semblait bien avoir entendu ça. Chez les jeunes, être choc-bar de baiser signifie qu'on est extrêmement choqué. Le préfixe. Et moi, je suis choc-bar de baiser. Alors, Clem a essayé de nous la sortir une fois parce qu'on en avait parlé. Elle a dit « Ah, je suis choucrane ». Oh, ça va. Je suis choucroute. Le préfixe « choc » provient du mot anglais « choc » et le suffixe « bar » est le même que celui des mots argotiques que vous connaissez sûrement. Comme un slibar, par exemple. Ah oui. Moi, je suis Chuck Norris. Ça, c'est Merci. Alors, ce mot-là, en vrai, qui mélange l'anglais et l'argotique français, c'est un vrai mix des 2 univers anglais et français. C'est vraiment pas mal. 2 expressions qui veulent dire la même chose. Alors, je suis rapta ou je suis grave bleu. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça a un rapport avec le cordon bleu? Je suis rapta ou je suis grave bleu? Non. Rapta, non, je suis défoncé. Ouais. Oh. Oui, je suis rapta, j'entends des Je jeunes suis pas dire ça. rapta. Ouais, je suis rapta, je dis c'est quoi, je dis rapta. T'es défoncé, t'es sous aussi, tu peux dire ça. Je suis rapta. Ouais, quand ils ont... Mais moi, c'est plus ceux qui fument beaucoup, tu vois. La fumette, ouais. Ouais, ils me disent, ouais, je suis rapta. Ouais. Je dis rapta. Ah oui, t'es défoncé, oui, ok. Un point pour Bilal. Et je suis bleu, c'est ça? Ou je suis grave bleu. Je suis grave bleu. Ça vient d'un rappeur. Hein. Je suis vert. moi. Ah ouais, j'ai Non, mais moi, j'ai marque tes jamais points, entendu tout ce que Ah, tu bah, moi dis, non là. plus, moi non plus. C'est la première fois que j'entends ça. Mathieu est médusé. Oui. Ça aussi, c'est un mot de Ouais. jeune, ok? Et ça, Mathieu, c'est plus de notre génération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez peut-être deviner ça plus facilement. C'est Gucci. C'est classe. C'est bien. Comme la marque. Ouais, c'est vraiment Ouais, bien. classe. Ouais, c'est Oui, vraiment bien. j'aurais pu deviner Cette expression s'est popularisée grâce aux réseaux sociaux, notamment à travers des vidéos virales. Gucci est ici synonyme de top dans le même sens. Vous pouvez entendre un ado dire c'est d'art. Là, T'as c'est déjà entendu? d'art. C'est Dans d'art. cette chanson, ils l'ont Ouais. chanté. Toi, non. Mais attention, car selon la situation, il peut vouloir dire le contraire, à savoir c'est difficile ou pas terrible pour d'art. Donc, 2 hypothèses s'affrontent quant à la naissance du mot d'art. La première serait un mélange d'anglicisme et de verlan, rien que ça. D'art serait issu de l'anglais hard, dur, en verlan, qui une fois retourné se prononce d'art. La seconde serait une abréviation du terme chaudard, lui-même dérivé de chaud. Là encore, on retrouve le sens de difficile, mais ici l'emploi positif du mot est possible. Alors, bon évidemment, il y a les inconditionnels moulaga. Ça vous parle, la moulaga? Donnez-moi la moulaga, c'est l'argent. pognon. Ouais, c'est le la thune, pognon. ouais. C'est le tunasse. pognon, tout à fait. Poucave? Balance. Ouais, la la grosse balance. balance. La grosse Ça, balance. ça, Il a je connais poucave. Ah, Mathilde l'avait, Mathilde Mathieu, il est l'avait. trop fier, elle a connaissait. Ah, celle-là, je l'avais, ok. Partagé. Et Bélec? Belek, c'est Belek, il a dit, j'ai dit Belek. Ah non, Non, tu le dis comment c'est toi, pas Belek? Balek. Ah. Bélec, c'est attention en arabe. Bélec. Ah non, on dit Handek. Handek. Bon, moi, ça s'écrit comme ça. Je ne sais pas. D'accord, Alors, je te Bélec, fais ouais. plus confiance. Redis, c'est comment? Là, je suis sûr. Handek. Handek. Attention, c'est Handek. Ok. Et moi, je m'en balèque. Voilà, mais Balek, Voilà. par contre, Ça se voilà. dit aussi. Balek, c'est je m'en bats les couilles. Ouais, c'est effectivement. ça, je m'en balais, c'est vrai. Mais ça, c'est quand même plus vieux parce que moi, Ouais. Balek, je le disais déjà. Ouais, c'est vrai. Mais pour finir, connaissez-vous les mots zdeg, pas sgeg? Zdeg. Non. Vous voulez que je le contextualise ou vous voulez essayer de deviner?
Bah là, comme ça, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Hein. Eh ben, par exemple, je dirais Bilal, il est ultra sdeg. Attention à ce qu'on va dire. Ouais, c'est clair. Baraqué, ouais. Mais voilà, par exemple, Flo, lui, ne l'est pas. Ça veut dire musclé, effectivement. Et voilà. Steg. Il y a longtemps que Allez, tu m'as pas Bib. vu torse nu. J'ai toi. un point. Bon. Un peu. Et bon, allez, un petit bonus. Vous savez ce que c'est qu'une gova? Voiture. Ouais. Oh là là, mais vache. oh là Oui, là. Le tu quartier, sais ça, toi. mec. Du terre-terre, quoi. Ah ouais, attends, j'ai quand même des restes du Tchekar, tu vois. Je suis Ouais, quand même un mais- mec qui vient du quartier. Ça, c'est assez récent comme mot, tu vois. Tu dois Ah, l'entendre mais- quand même, mais... Ouais, souvent, il y a encore des gars qui sont restés, tu sais, au fond du caniveau, donc écoute un petit peu. C'est le retour d'Adrien. C'est bon. Le terme gova, c'est le verlan issu du mot vago, Vago, qui ouais. désigne une Ah oui. automobile dans le langage manouche. Ah, mais ça, vago, je savais. Vago. J'avais pas fait gaffe. Ok. Comme quoi, la langue n'a de cesse d'évoluer. Merci de m'avoir écouté, c'était ce que... Ce que. Merci. C'était ce que, oui, je Ce trouve que- aussi. Merci, Nico. Merci Mais de beaucoup, rien. Nico. Bravo Bilal, je pense que Bilal a un max de points. Ah bah, Bilal, je m'étais arrêté à 6 points, puis après... Bravo Mais pour ton Mathieu point, avait Mathieu. 2 points. Oui, 2 Ouais, points, je ouais. crois. Oui. Puis Flo et moi, on Pour s'est tes regardé 2 avec points. 1 point chacun. Mais trop nul. Alors, c'est le moment dans lequel on peut parler un petit peu de vos actualités. Nous sommes en mi-février, là, du coup. Est-ce que vous avez des actualités l'un ou l'autre ou des choses qui se profilent à l'horizon? Alors, pour moi, en 2025, il y aura une belle expo avec l'artiste Alexandra de Prinsac. Qui est déjà passé dans ce podcast. Voilà, qui est peintre et sculptrice. Et on va faire un travail ensemble et on va exposer à l'hôtel de Vaugué. On n'a pas encore la date, mais ce sera en 2025. Ce sera une exposition qui sera surtout dans son univers, dans l'univers d'Alexandra. Et moi, je vais apporter ma patte technique. On va rester dans son univers. Vous avez des univers qui vont bien ensemble, je trouve, de toute façon. Ouais. Ouais, Oui, c'est puis comme- la technique que j'utilise, elle va vraiment bien avec ces personnages. Ok. Moi, je pense qu'on va bien s'amuser tous les deux. Et c'est une très bonne amie. Voilà, je pense que ça va vraiment être une belle atmosphère, cette expo. Alors, ça se passe où? À l'hôtel de Vaugué. Ok. C'est derrière l'église Notre-Dame. À Dijon. donc. À Dijon, hein, depuis le temps qu'on en parle de l'hôtel de Vaugué, à peu près. Donc, Donc, Ouais, c'est courant vrai. 2025. Mais On n'a les pas meilleurs encore la passent date. là-bas. Les meilleurs passent là-bas. Ok. Et toi, Bilal, qu'est-ce qui s'annonce à part ta future retraite? Jeune Ça parle retraité. de Non, un sèche, grand déjà. combat bientôt. Un grand période de combat. sèche. Mais oui, il m'a déjà mis à la retraite. hein. Ouais, non, mais, Il y en a une qui a suivi. Clem a Si, suivi. si et je Clem pouvais a être à la retraite Merci, à, merci. Je serais déjà dedans. à 38 ans, mon ami, Mais j'y serais. non, oui. Alors, ce qui va suivre après février, bon, je serai bien sûr en préparation pour mon combat qui devrait être annoncé prochainement, donc le samedi 17 mai au Palais des Sports de Dijon. Très 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 gros combat, très important pour moi parce que ce sera la dernière fois que je vais boxer et que je vais faire un main event au Palais des Sports de Dijon. Pour le coup, ça va être mon dernier très gros combat, je pense, en France. À moins chose exceptionnelle, mais en tout cas, les 2-3 autres combats qui se présagent d'ici la fin de ma carrière par la suite sur 2025 sont à l'étranger. Donc pour moi, ça va être un moment important. Ça va être d'une part un défi sportif, mais aussi peut-être aussi un au revoir indirectement. Il y aura beaucoup d'émotions. Je me suis préparé, mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses que je ne maîtriserai pas forcément. Ouais. Faut que tu partes avec une superbe, quoi. Faut que tu y ailles C'est ça vraiment, aussi. Puis tu auras là 30 ans malgré tout. 30 ans de rêve. C'est énorme. À ce moment-là. Et puis la seule chose qui me faisait rêver au tout début dans la boxe, avant d'avoir cette carrière, parce que je ne pensais pas avoir eu cette carrière déjà. On me l'aurait dit, j'aurais pas forcément cru arriver à ce niveau-là. Mais on est cette génération, on regardait justement tout à l'heure, en rigolant, je disais Stallone, les Rocky, les grands sûr. boxeurs. Et puis c'est particulier ce que je vais vous dire, je ne sais pas si vous le prenez de la même manière, mais ces anciens films qui sont des vérités, parce qu'ils ont été faits sur une partie comme Racing Bull, sur Jack LaMotta, etc., sur des histoires vraies, comme Dans l'ombre à la lumière avec Russell Crowe, à l'époque de James J. Braddock, un Irlandais champion du monde, qui était demi-champion du monde, qui venait des bas-fonds de New York. J'ai toujours été admiratif et j'ai toujours été subjugué par ces boxeurs, tout seuls, dans le noir, avec une lumière, devant ce monde qui les regarde. Très iconique. Exactement. Ces gladiateurs des temps modernes, et qui font preuve d'une abnégation et d'un courage, d'une pugnacité hors norme, pour se donner corps et âme devant tout le monde dans l'art du pugilat. Et avec chacun sa particularité, si je puis dire, dans la manière dont il appréhende ce sport. Mais à la fin, quelle que soit la violence que ce sport représente, il y a
il y a des hommes et des femmes qui se respectent énormément, qui respectent l'arbitre. Tu ne trouveras jamais, voire très rarement, dans les vidéos qu'on voit, un boxeur parler à l'arbitre d'une mauvaise manière, quand bien même il subit une injustice. Bien sûr. Nous, c'est l'autorité, les règles de l'autorité sont très importantes. Mathieu parlait, comme toi, des arts martiaux tout à l'heure. Là-dedans, c'est pareil. Il y a une éducation, il y a une culture de respect du respect qui est très importante. On parlait du Japon tout à l'heure. Quand tu vois les Japonais ou les personnes même du continent asiatique, quels qu'ils soient, il y a une culture qui est du respect et justement surtout liée à ces sports-là qui est très importante et qui fait partie de ce sport. La boxe, c'est aussi ça qui est beau parce que malgré tout ce que je regardais à l'époque dans cette expression de violence, mais d'art, pas n'importe comment, dans cet art qui est contrôlé, qui n'est pas fait n'importe comment, avec n'importe qui, avec des règles, avec des règlements, avec une certaine éthique, si je puis dire, sur le contexte sportif. Et ben à la fin, c'est comme des héros. Je les voyais comme des héros. Oui. Aujourd'hui, moi, un de mes rêves, c'était de me dire, le jour où je fais mon premier main event. Après, j'en ai un deuxième, troisième, quatrième. Puis, ta carrière grandit, puis t'en as fait des main events. Puis tu te dis quand même, c'est beau de voir l'une de mes plus belles, je vais parler de quelque chose de personnel, mais l'un de mes plus beaux moments, c'est encore il n'y a pas longtemps, c'est quand c'est des enfants d'amis que j'ai eu quand j'étais très jeune, qui viennent et qui sont fans, entre parenthèses. Et quand je parle avec leurs parents, les gamins, ils ne comprennent pas, ils sont étonnés. Ils sont, mais tu connais, disons que ton papa et ta maman, on était au collège ensemble. Ouais. Ou d'autres en primaire. Et puis, oui, c'était des copains. Puis eux, ils sont, waouh. Puis eux, ils te voient différemment. Puis eux, sont heureux. Oui, parce que toi, ils te voient comme une star, quelque part. Ils te voient comme une star. En fait, moi, avec leurs parents, pas de star. Ça rigole, ça se chambre, ça parle. Aussi tranquille comme on l'est tout de suite, mais. Et ça, c'est une bonne transmission, tu vois. Ça, c'est un des plus beaux rêves que j'ai pu faire aussi là-dedans, dans ce côté du gamin qui est encore en moi et qui voulait transmettre et voyait, parce que moi, je voyais, tu parlais tout à l'heure de Mourad Dakar. Chose particulière, c'est que Mourad Dakar, quand je l'ai vu boxer, j'étais fan, gamin. Et quand j'ai me suis retrouvé face à lui... Qu'il a bien 10-12 ans de plus que toi. 15 ans. 15 ans. 15 ans, parce que quand je l'ai boxé, il venait d'avoir 40 ans, j'avais 25 ans. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. 25-26 ans, il avait 39-40 ans. Et moi, je l'ai vu boxer à l'époque où il faisait des palais des sports de malade. Et moi, quand je le voyais, c'était waouh! Moi, Dakar à Besançon, il remplissait les palais des sports. C'était star de folie, quoi. Exactement. Et tu voyais cette lumière, ce monde, ces gens qui étaient là. Et tu te dis, waouh, c'est énorme. Et tu te dis, putain, quand même. T'imagines, Bilal, c'est toi demain. En fait, t'es jeune parce que t'as 10 ans à ce moment-là. Le mec en a 25, 24, 25 ans. Tu te mets à rêver en te disant, mais mec, c'est un rêve qui est inatteignable. J'y arriverai jamais. Mais tu te mets à te dire, allez, t'envoies quelque chose, comme on dit dans l'univers, en te disant, allez, si demain, ce serait moi, je me mets à rêver en te disant, c'est impossible, ou quasi impossible. Puis, 15 ans après, c'est toi qui as face à lui dans le même combat, à l'endroit, et puis, tu vois, tu te dis, c'est énorme. La vie, comment elle est faite, et elle est faite de rêves, et puis moi, dans la boxe, s'il y a une chose que j'ai... en tout cas qui va être particulier ce jour du 17 mai, ça va être ça. On parlait de sérénité avec Mathieu, moi j'en connais un qui va vous enlever de cette sérénité. Attention, vous n'êtes pas prêts. Il va vous rendre compétiteur. Et cette personne, c'est Flo, avec sa rubrique Flo et usage de Flo. Selon le code pénal, l'usage de Flo désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non ? Mes amis, Flo, usage de Flo, FUF pour les intimes, tout le monde la connaît maintenant, elle est tellement célèbre cette rubrique, c'est incroyable. Vous êtes tous les deux des cinéphiles. Vous nous en avez parlé, Nico en a parlé dans votre présentation. Alors on va se faire un petit plaisir avec Nico. Nico ne jouera pas aujourd'hui, mais sera je suis puni. Mon DJ film. Mais Clem, je crois qu'elle n'a aucune information. Tu peux m'appeler Ridou. Je serai ton DJ Ridou. Oui. Non, Clem n'a aucune information, effectivement. Clem donc jouera avec vous, messieurs. Oui. Vous aurez des extraits de films dans vos casques. Chers auditeurs aussi, vous pourrez essayer de jouer, d'être encore plus rapide que
que nos invités et il va sera falloir difficile. trouver le titre du film. C'est parti pour le premier extrait. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi, Mathieu, ouais. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Oh là là, c'est incroyable. Énorme. Alors vous avez remarqué, on est vraiment sur des classiques. Hein. Tu l'avais, Bilal? Non. Ah. Deuxième extrait. Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours... J'ai commencé. Bilal, ouais. Oui, oui. Vas-y, Bilal. Forrest Gump. Ouais, Ah, bravo. bien joué. Là, on a des bons. Hein. Je mets la fin parce que j'aime bien cet extrait. Vas-y. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Oui. On sait jamais sur quoi on va tomber. Oui, il était coupé un peu avant, fallait pas que ça dure trop longtemps quand même pour nos invités, c'est trop facile autrement. Troisième extrait, mes amis. Azur, nos bêtes sont bondées d'un cri. Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la Nible dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint John Perse. Alors, le Saint Vous voulez que je le Perse. remette? Alors, autrement, on peut contextualiser peut-être. Imaginez un homme cul nu, prêt pour la pesée presque. On peut Cul dire nu, qui c'est? Christian Clavier. Clavier. J'ai reconnu Clavier, mais en fait, Ouais, j'hésitais entre les il est au bronzés bord. ou, Ah, vas-y, non. n'hésite pas. T'as sonne qu'à et sonner, tu verras. Alors, attends. Alors, c'est pas les bronzés font du ski, mais c'est... Les bronzés. C'est les Oui. bronzés tout court. Ah, joli. Ah là là. Exact. Ça, il t'a volé le point. Non, pour le coup, c'est lui qui l'a dit, donc même Oui. si j'ai alimenté... Mais non, en fait, oui, j'hésitais quand même. c'est Clavier qui Oui. fait du Saint John Perse au bord Sur de la l'eau. scène. Il est en train de déclamer un poème pour draguer Josiane Balasco et c'est là qu'il se cogne dans un pot d'échappement. Voilà, Vous pouvez voilà. regarder la scène, c'est très marrant. Nous avons un quatrième extrait, messieurs, dames. Terminator. Oh, Qu'est-ce qu'il dit après? Ah la vache. Il dit quoi? Je reviendrai. Et Il dit Ah non. là là. non, Sarah Connor? c'est Sarah Ah, Connor. Sarah Là, c'est Connor. Je vous le passe. Là, à peine ça, c'est fait. Je me suis maté les deux Terminator il y a 2 Ah, jours. excellent. Sarah Connor. Il a été aidé. Ah. Juste pour le toc toc toc, incroyable. Je crois que C'est bluffant. C'est- le prochain est musical, mes amis, mais c'est un film que nous cherchons. Ça va être facile. Vous êtes prêts? Bambino. Ouais, le Ouais. film. C'est... Ah. Vas-y. Hein Oui, c'est 117. Ouais. Oui, Le Jean-Claude premier. Jardin. Lequel Le premier, le Carnet d'espion. Bravo. Oh là là. On a un tueur à gage là. Ah, il est en train de tous nous défoncer là. Ah, il est énorme. Je vous ai pas prévenu, nous avons 9 extraits. Super. Le suivant, mes amis. Il nous en reste 4 du coup. Le 6 donc. Le 6, effectivement. Il s'appelle juste Leblanc. Ah, c'est. Ah, il tenait de con. Bravo. Oui. Il y a un point pour Bilal. Allez, Ah, remets-le-moi en c'est entier, mort, s'il te ça. plaît, fais-moi plaisir. Ah bon, il a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste Leblanc. C'est plus, regarde. Non, c'est pas possible, ça, je prends du monde. Leblanc, c'est son nom, Ah, bah, et c'est genre, juste genre, son genre, prénom. Ah oui. Juste il est son en- prénom. Je kiffe le regard. J'adore. Monsieur Et- Pignon. Et Pignon joue vraiment bien son rôle. Enfin, Villeray, il était super. Ah, il est- Villeray, il est énorme. Notre regretté Villeray. Exact. On est parti pour un film international cette fois-ci. Titanic. Titanic. Oh, Ah, faut pas déconner là. Ouais. Clem sur Titanic, on lui fait pas. Allez, vas-y, remets-le-moi. On l'a en entier regardé il y a aussi, pas celui-là. longtemps en plus. En plus, on l'a regardé. pas. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Tu sautes, moi je saute, pas vrai? Tu sautes, moi je te saute. J'étais sûr. Oh mon Dieu, je pouvais pas partir, je pouvais pas C'était la partir, petite Jack. touche tristesse. Parce que Ah, pour la suite, ça sentimental. sera pas vraiment triste. J'adore Titanic. Allez, suivant français, ce coup-là. Eh non, parce que tu vois, je vais me marier et moi, il faut que j'assure. Encore du La clavier. vérité, si je mens. Ah. Ouais, 2. J'aurais dit pareil. Ouais, vérité, si je mens 2. Abdelrahman, là. T'as voulu fourrer ma soute. Grand classique. Vous êtes prêts pour le dernier? Ça va aller très vite, je pense. Pour l'égalisation, Légalisation. c'est parti. Vous voulez un whisky? Oh La Cité de la Peur. J'avais pas, donc t'as gagné. J'avais pas. Bravo. Tu pensais à quoi, Bilal? Non, pour le coup, là, en fait, j'étais encore en train de chercher. Je me disais, attends, c'est quoi ça? D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est ce film qui m'a donné envie de devenir projectionniste.
Ah bah tu m'étonnes. J'aurais envie de savoir ce qu'était une quinoton. Et t'avais pas de petite suée pendant que tu projetais, non? T'avais pas peur qu'il y ait un tueur en série qui arrive Non, ça va, ça va couper, chérie. Ça va trancher, chérie. Allez, je mets la fin juste parce que j'adore. Putain doigt. Merci les amis magnifique. pour ce petit jeu. Merci beaucoup Merci. de nous avoir suivis. Merci à toi pour ce super jeu. Merci Flo. Alors, mes chers amis, le temps passe très vite, hélas, et il est bientôt l'heure de nous quitter. Oh non. Oh non. Déjà Voilà, j'allais te demander de faire Sméagol qui dit oh non. C'est un mélange de Sméagol et de Bob Marley. Oh non. C'est terrible. C'est Bob Margol. Alors, maintenant, ce qu'on demande à nos invités, c'est si vous ne deviez ne garder qu'un seul mot, ce serait lequel? J'en ai un, ce serait Salem. C'est un mot arabe qui veut dire paix. Paix, Ouais. Salem. Et toi, Mathieu? Moi, je dirais éternité. Éternité. Pourquoi? Parce que rien ne se perd, rien ne disparaît, tout se transforme. Voilà. Tout est éternel en fin de compte. C'est juste que ça change de forme. Eh bien, est-ce qu'on peut faire un lien entre très les joli deux? mot. D'habitude, vous faites toujours un lien entre les deux. J'étais dans la contemplation. De Non, mais l'éternité, entre justement. l'éternité, la paix, on peut espérer juste que la paix soit éternelle, non? Oui. Que chacun, à leur manière, grave C'est la simplement. paix dans l'éternité. Tout à fait. Et pas le paix éternel. Moi, mon frère, il fait des paix éternelles. C'est très drôle. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir écoutés en compagnie ce soir de Bilal Latrèche, boxeur professionnel, de manière multiple médaillé, un palmarès incroyable, et de Mathieu Marie qui est sculpteur céramiste de la Terre dans les étoiles, que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur Dijon. Vous pouvez voir aussi sur son site internet. Merci pour nous écouter de manière générale. N'oubliez pas, si vous le pouvez, de partager cet épisode. C'est bien ça qui fait de la visibilité pour nos invités et pour nous. Et que vous souhaitez de plus, hormis une belle continuité d'année 2025. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec 2 invités. Merci encore à tous. Et puis à très bientôt avec très Plein Phare. bientôt. Salut tout le monde. Je pense Et les gars, on va lâcher des lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On m'a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. Mais c'est pas un espace.